Mon invitée du jour, c'est une pionnière, mais elle ne se présenterait jamais comme ça. Pascale Ouix, c'est la première blogueuse food française, un titre qu'elle a décroché presque par accident en 2004 pendant un congé sabbatique d'IBM. Depuis, un premier livre en 2005 vendu à 300 000 exemplaires, 10 livres au total, 9 ans rédac chef chez 750 grammes, 91 000 abonnés sur Instagram, 10 000 sur sa newsletter. Et à 59 ans, elle a appris à nager. Ce qui est touchant chez Pascale, c'est qu'elle ne réalise pas vraiment l'influence qu'elle a. Elle a semé pendant 20 ans sans compter. Et cette communauté fidèle qui la suit depuis tout ce temps, elle dit que c'est l'une des plus belles choses qui lui soit arrivée dans la vie. Dans cet épisode, on a parlé de son enfance, de son rapport au travail, de reconversion et de la peur comme moteur. À 60 ans, Pascale en est convaincue, elle n'a pas fini d'évoluer. Bonne écoute! Salut Pascale. Salut Honda. Je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. On se connaît bien. Mais on a appris à se connaître assez tardivement. Enfin, on va l'expliquer. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais tu es la première blogueuse food. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. Mais tu as eu plein de carrières différentes. Et je veux pas dire tout de suite ce que tu fais maintenant. Mais du coup, j'aimerais bien explorer un peu toute ta vie et comprendre quelles ont été toutes ces étapes et comment t'en es arrivée là. Est-ce que tu es partante ? Oui, et je suis ravie d'être là parce que voilà, je suis une grande fan de ton podcast et j'ai écouté 16 épisodes. C'est trop chaud. Et à date, je crois qu'on en est à 23. Donc ouais, tu les as quasi tous écoutés. Oui. Et vraiment, je suis fan de ce temps long. Et récemment, j'ai rencontré une des personnes que tu as interviewées, le propriétaire de Maslow. Et j'ai failli aller le voir parce que j'avais l'impression de le connaître. Et puis en fait, il était au téléphone, etc. Et ça m'a fait sourire. Voilà. C'est trop mignon. Mais on me dit souvent ça, qu'effectivement, on a l'impression de connaître les gens. Oui. Et du coup, il y en a qui viennent directement. C'est Marine m'en a parlé il y a pas longtemps. Une autre Marine qui a pas été interviewée, qui a rencontré Marthe à un événement et qui l'a tutoyée comme si c'était une de ses amies. Mais c'est un peu le but. J'espère que ça met pas mal à l'aise mes invités, mais... Non, je pense pas. Donc, ne sois pas surpris si, dans la rue, un jour, on te dit « Ah, Pascale, comment tu vas ?» Et alors Ok, je suis prête. Voilà. Alors, pour commencer, donc tu connais le podcast, j'aime bien reprendre dès le départ, voire même avant le départ. Donc, ta naissance, même les ancêtres, si besoin, et tout ça, pour essayer de comprendre qui était la petite Pascale. Ok, ça me fait sourire. Alors, je suis née en 1965, voilà, donc je viens de fêter mes 60 ans. Félicitations. Un âge finalement plus facile que les 50, mais j'en parlerai plus tard. Avec plaisir. Et je suis née à Metz, d'un papa lorrain et d'une maman alsacienne. Mon grand-père était mineur de fond. Oh. Voilà. Je le dis parce que c'est important en fait par rapport à l'éducation que j'ai eue. Et tu l'as connu ? Alors non, je l'ai pas connu parce qu'il est, comme beaucoup de mineurs de fond, il est décédé juste après sa retraite parce que c'était un métier très difficile. Donc il est décédé avant que mes parents se marient. Donc je l'ai pas connu. Et ma maman alsacienne, donc son papa était plombier à l'époque où les gens installaient des salles de bain chez eux. Et pareil, il a eu un destin. C'était à l'époque où, pendant la guerre, en fait, mes parents sont nés pendant la guerre, au début de la guerre. Et mon grand-père était fait prisonnier par les Français puisqu'il était considéré comme allemand. Ah. Et voilà, donc il fait partie de ce qu'on appelle les malgré lui. Voilà, donc c'est dingue, mais c'est une histoire qui est importante parce que mes parents viennent de milieux très modestes. Ouais. Et ça a beaucoup joué sur l'éducation qu'on a eue avec mes deux sœurs. Ouais, c'est dingue. Et comment, justement, ça a joué ? Est-ce que ça a été une sorte d'ancrage pour toi, justement, tout ce qui s'est passé ? Non, pas trop. En fait, ça a joué... en fait, mes parents, enfin, mon père a tout fait pour quitter cet environnement. Voilà, en fait, il a dû quitter l'école à 14 ans. Ah ouais. Parce que ses parents avaient pas les moyens qu'il aille à l'école, alors que son instituteur voulait même payer ses études, hein, donc c'était assez dur. Ah ouais. Et en fait, il a vraiment beaucoup travaillé et il a fini par faire carrière chez IBM, donc vraiment à force de travail. Et ma maman était institutrice, mais elle a beaucoup souffert du fait de pas pouvoir faire d'études.
Ok. Parce qu'en fait, ses parents pouvaient pas. Il aurait fallu payer un internat après le bac, mais elle a eu son bac, ce qui n'est pas le cas de mon père. Et il lui suffisait un bac pour être institutrice, c'est ça ? À l'époque, oui. Ok. Oui, tout à fait. Enfin, après, je pense qu'il y avait une formation, mais oui, c'était pas comme maintenant. Tu pouvais être institutrice avec un bac et une formation de... Oui. Voilà, je me souviens plus des détails. Ok. Et donc toi, tu grandis dans cet environnement. Est-ce que tu as des frères, des sœurs ? Alors, j'ai 2 sœurs. J'ai Caroline et Lucie. Donc, Caroline, on a 17 mois d'écart. Moi, je suis l'aînée. Et Lucie est arrivée... en fait, ma mère nous a eu très jeunes. Elle avait quel âge ? Elle avait 22 ans quand je suis née. Et Caroline est arrivée 17 mois après. Et bon, après, mes parents ont fait une pause parce que c'était... Ouais, c'est clair. C'était... en plus, à cette époque-là, ils habitaient à Metz. Donc, ils étaient déjà plus loin. Mon père est le premier à être parti du village. À côté des mines, les mines de Merlebach, Frémin-Merlebach. Et donc, je pense que c'était assez dur. Bon, ils travaillaient tous les deux. Ouais, et 2 enfants en bas âge. Voilà, ça devait pas être facile. Et en fait, à l'époque, il y avait pas ma sœur est née l'année de la pilule. Enfin, la pilule est arrivée en 1967. Ok. Et c'est un peu une blague dans la famille, mais bon, c'est pas... c'est pas très drôle. Et ma petite sœur Lucie est arrivée longtemps après. Elle est née en 80, donc moi j'avais 15 ans. Ok. Voilà, donc je lui dis tout le temps que j'ai changé ses couches. Voilà, ouais. ça va l'énerver. Elle doit adorer. Ah oui. Elle est arrivée. Mais on a les mêmes parents, mais mes parents ont fait une pause. Et puis après, je crois que elle avait un peu plus de mal à tomber enceinte et voilà, donc elle est arrivée 15 ans après. Ouais, comme le rêve de beaucoup de petites filles, j'imagine. Enfin, moi, je sais qu'à 15 ans, je rêvais d'avoir une petite sœur ou un petit frère dont je pouvais m'occuper, qui sont un peu ma poupée. Quoi. Ouais, alors moi, c'était pas tout. Oui, non, moi. Bah toi tu l'as vécu. Oui, moi je l'ai vécu. Tu sais quelle est la réalité. Non, c'était sympa parce qu'on est un peu passé du mode enfant au mode parce que ma mère nous donnait des responsabilités et on s'occupait d'elle, donc ça nous a fait grandir. Mais après, moi c'était pas forcément. Je l'adore, ma sœur Lucie, mais voilà, j'étais pas hyper maternelle. Enfin, j'arrivais bien à m'en occuper. Mais plus sur le côté pratique, mais voilà, je l'avoue humblement. Et alors, avant qu'elle soit née, la petite Pascale, comment tu étais à l'école, dans la vie de tous les jours Alors, j'étais extrêmement timide et réservée, ce qui est bizarre quand on me voit maintenant. Beaucoup, la vie m'a fait évoluer. Voilà, donc très très timide, très réservée et très. Alors, comment je pourrais dire ça ? L'école était compliquée pour moi. Ok. J'ai mis longtemps à comprendre, mais en fait, j'arrivais pas à travailler. En fait, mais j'ai compris après que j'arrivais pas à travailler parce que je voyais pas l'intérêt. Donc en fait, je ne travaillais pas. Ce qui était très compliqué parce qu'en même temps, j'étais hyper. J'étais sérieuse, mais j'arrivais pas à travailler. En fait, je passais des heures sur mon bureau. Oui, si ça t'intéresse pas. Non, ça. Et longtemps d'ailleurs, on m'a dit, en fait, tu t'intéresses à rien. Ce qui était vrai d'ailleurs, mais c'est dur. Enfin, ça crée une croyance quand même. Mais c'était complètement. Ça m'arrive encore il m'arrive d'y penser encore. Je me dis mais. En fait, c'est assez dur de me souvenir de ce que j'avais en tête, mais j'arrivais pas à écouter en cours. Et tu te souviens de ce qu'on te disait, quoi. Oui, en fait, on me disait que j'étais... C'était pas dissipé, parce qu'en fait, j'étais hyper sage. Quand je regarde des photos de classe, on m'aurait donné Dieu sans confession. Enfin, j'avais un visage hyper angélique, enfin, peut-être pas angélique, mais hyper sérieuse, avec des grands yeux. Enfin, voilà. Mais j'arrivais pas à écouter, en fait. Et donc, en fait, mes parents m'ont un peu tenue... ma mère est obligée de me faire travailler parce que j'avais des lacunes, parce que comme j'écoutais rien. Et ça désespérait mes parents parce que, ma mère me disait toujours, mais je comprends pas, t'es super intelligente, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, c'était assez compliqué. Oui, parce que t'avais des facilités, hein. Oui, en fait, j'avais des grandes facilités.
Et c'est vrai que quand je tombais sur une instit ou un instit qui arrivait à me motiver, là, j'étais capable de faire des trucs sympas. Ouais. Mais le reste du temps, voilà. Donc, c'était assez compliqué. Je garde pas forcément des mauvais souvenirs parce que j'aimais bien quand même aller à l'école parce que j'aimais bien le côté social. Ouais. Même si j'étais réservée, voilà, j'avais quand même des copines, donc j'aimais bien. J'avais besoin de voir du monde et donc j'aimais quand même aller. Ouais. Donc c'était pas je veux pas dire que j'avais un traumatisme, mais voilà. C'était mais il fallait que tu trouves un intérêt dans ce que tu faisais, quoi. C'est vachement intéressant. Et est-ce que, oui, donc j'imagine que si on disait que tu t'intéressais à rien, t'avais pas forcément des passions à ce moment-là ou envie de dessiner ou de je ne sais quoi. Même pas, en fait. En fait, c'est ça. Quand j'y repense, je me dis, mais ça c'était trop bizarre parce que j'avais pas. En plus, j'étais dans une famille de sportifs. Ah. Et alors moi, je détestais le sport. J'aimais pas, à part le ski où je me débrouillais bien. Mais ma mère m'a fait faire de la danse, du tennis. Mais le tennis, en fait, même au collège, je séchais le tennis quand même. Pour aller m'acheter. Et j'allais m'acheter des bonbons, je me baladais. Un jour, j'ai même failli croiser ma mère. Enfin bon. Je vois très bien le genre d'histoire. Mais j'étais donc au collège, donc en fait j'étais réfractaire. Je sais pas pourquoi en fait. Ouais, non, mais c'est que t'avais pas trouvé ce qui t'intéressait. Ouais. Quoi. Donc j'aimais bien. Alors j'aimais bien le travail manuel, mais en fait j'avais pas je pense que j'avais pas la force de caractère, enfin peut-être pas la force de caractère, mais pour le faire. Ou la personne qui t'accompagnait là-dedans. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais que l'environnement dans lequel mes parents ont grandi est super important parce que pour mes parents, en fait, ce qui était important, c'était le sport et les études. Parce qu'ils voulaient, enfin, ce qui est logique, ils voulaient qu'on fasse des études. Et en fait, moi, moi, c'était pas mon truc. Donc, bon, j'ai réussi comme ça à avancer. Donc, le collège. Donc, on a déménagé en Normandie. Alors j'ai beaucoup changé d'école, ce qui explique aussi que j'ai dû vaincre ma timidité. Parce qu'en fait, mes parents ont beaucoup déménagé. Parce que mon père... donc oui, il a quitté l'école à 14 ans. Après, il déchargeait des caisses de boissons dans un café dans son village. Et après, il a pris des cours du soir. Il est devenu électricien au fond de la mine. Ah ouais. Donc il est descendu au fond de la mine. Ça m'a toujours fascinée. Ouais, c'est clair. Cette partie parce que j'ai du mal à imaginer. Il t'en a parlé ? Pas un petit peu. Quand le film... alors j'ai pas lu Germinal. J'étais pas une grande littéraire, mais quand le film est sorti, je lui ai posé des questions et il m'a dit bah oui. C'était comme ça. Ouais, il y a des gens qui sont morts à Merlebach. Enfin, il y a eu dans les années 80 ou 90 le coup du Grisou. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. C'était un éboulement ou Non, c'est une histoire de gaz. Enfin, Ah oui. Voilà. Donc oui, c'était assez dur et c'est pour ça que mon père a tout fait. Et en fait, il a réussi, il a postulé, il est rentré chez IBM pour donc juste avant, donc dans les années 60. Ils sont mariés en 64, il a dû rentrer en 62-63 et il réparait des machines à écrire. Oui, parce que j'allais dire, il y avait déjà IBM, il y avait déjà des ordi, mais non, en fait, c'était des machines à écrire. Oui, alors il y avait déjà les gros systèmes, ce qu'on appelait les gros systèmes. Et donc, il est rentré comme ça. Et il a vraiment fait carrière. Donc, après, il est devenu manager, etc. Et après, il est devenu responsable quand les micro-ordinateurs sont arrivés. Donc, c'était début des années 80. Les micro-ordinateurs. Mais oui, c'était... Et moi, on l'a eu à la maison. Oh. C'était le PC XT, je crois, avec les 2 lecteurs de disquettes. Donc, moi, j'ai eu un ordinateur à la maison super jeune. Ah ouais, c'est clair. Ouais, parce que mon père était responsable de la division qui s'occupait de réparer en fait ces micro-ordinateurs-là. Il y avait des distributeurs en fait qui les vendaient et lui donc c'était un boulot assez important. Ouais, c'est clair. Donc il a vraiment, à force de bosser,
Il a fini, il était responsable de la sponsorisation sportive. Chez génial. Donc il a fait une belle carrière en partant, en ayant quitté l'école à 14 ans. Clair. C'était un modèle du coup pour toi ? Oui, en fait, c'était un modèle, le fait de la valeur du travail en fait. Même si moi je travaillais pas à l'école, mais en fait plus tard j'ai travaillé. Cette valeur là c'était important en fait. On a été élevés. Alors peut-être plus d'ailleurs dans mes parents surveillaient pas forcément nos devoirs, etc. C'était très axé sur les résultats. Donc en fait, moi, j'avais des périodes super cool où je pouvais me la couler douce. Donc je me la coulais douce, je ne faisais rien. Mais quand les carnets arrivaient, alors là, là c'était Est-ce que chaud. tu mettais du Tipex sur les carnets pour changer tes notes ? Non, mais j'aurais bien voulu. Mais non, j'avais pas, non. En plus, à l'époque, ils arrivaient par le courrier. Mais l'époque. Mais c'est dingue, c'est une époque. À l'angoisse. Mais c'est une époque tellement révolue. Enfin, maintenant, je vois les enfants de mes amis, ils reçoivent tout par mail, quoi. Ou digitalement, sur le site de l'école. C'est incroyable. On peut plus gruger, quoi. Non, on pouvait pas à l'époque non plus. Enfin, si t'arrives à intercepter le courrier. Mais alors, j'étais pas. Non, j'attendais. Par contre, j'avais des angoisses. Enfin, quand je savais que le carnet allait arriver, c'était l'angoisse, quoi. Et voilà. Et donc, vous avez déménagé en Normandie ? Oui, on a déménagé en Normandie. Où ça, en Normandie ? Près de Rouen, à Mont-Saint-Aignan. Donc, je crois que j'étais en CM1. Ouais, CM1, CM2, 6e, 5e, et on a déménagé ensuite en région parisienne. Donc j'ai changé de collège. Donc j'ai changé en fait, j'ai fait 2 écoles primaires. 2 collèges ? 2 collèges. Waouh. Ouais, et en fait c'était, ça explique que maintenant tu peux me mettre n'importe où. Je peux parler à tout le monde. Ça m'a. Ah, c'est génial. Oui, ça m'a aidée. En fait, j'étais obligée parce que j'étais catapultée. Enfin, non, c'était pas le bon mot. Enfin, bref, j'étais jetée. Donc, j'étais obligée. Et c'est vrai que ça me sert maintenant. Je peux arriver dans une soirée, même si c'est pas toujours agréable, mais j'arrive à. Tu sais que tu peux, quoi. Ouais, je sais que je peux rentrer en enfin, je peux parler aux gens et me lancer, en fait. Et t'adapter, quoi, à n'importe quelle situation. De trop, d'ailleurs, parfois. Pourquoi trop ? C'est jamais trop. C'est quoi s'adapter trop ? C'est être un peu, un peu caméléon, enfin un peu. Mais bon, après c'est pas très grave, ça m'aide en fait. J'ai pas peur d'être seule. Oui, après si c'est pour un premier pas, enfin c'est pas comme si tu dois être un caméléon pendant 10 ans avec une personne. Et que tout à fait. Oui, tout à fait. C'est voilà, donc ça m'a bien aidée. Et est-ce que tu savais du coup ce que tu voulais faire là quand tu rentres au lycée Oh là là, ma pauvre, non. C'est toi, ma pauvre. Non, c'était. Voilà, donc je suis arrivée en 4e en région parisienne, à Chatou précisément, dans les Yvelines. À l'époque où c'était pas aussi... parce que c'est devenu très, très bourgeois, mais à l'époque, ça l'était pas tant que ça. En fait, ça l'est devenu... Quand je suis partie et que je revenais déjeuner chez mes parents le dimanche, je me souviens qu'au fil des années, j'étais là, waouh. Ça a beaucoup changé. Ah oui. Bon, et puis maintenant, mes parents après sont partis ailleurs et je sais plus, mais j'imagine que ça s'est pas arrêté. J'ai ma marraine là-bas, donc effectivement, j'ai vu changer chaque année pour les anniversaires et tout. Ouais, c'est dingue. Hein. Oui, c'est impressionnant. Et j'allais au lycée à Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de. Il y avait un lycée au Vésinet, mais on n'avait pas le droit d'y aller. Pourquoi pas le droit ? Je sais pas, ça m'a toujours fait rire. C'est la sectorisation ou c'est... Oui, je sais pas pourquoi. Donc moi, j'allais au lycée à Saint-Germain-en-Laye et mes sœurs sont allées au Vésinet. Donc ça fait loin. C'était... il y avait un quart d'heure 10 minutes de RER, mais c'était un quart d'heure à pied. Donc je partais avec mon père le matin. Et c'est comme ça que j'ai appris à marcher très vite. Parce que
Parce qu'au début, je courais derrière lui. Parce que lui, il bossait à la Défense. Ok. Il bossait toujours chez IBM. Et moi, j'étais obligée de courir. Et au fil des Pourquoi des t'étais années, obligée de courir? Parce qu'il marchait vite. Il marchait vite. Et que moi, j'étais jeune. Voilà, et donc, depuis, je marche très vite. C'est lui qui m'a appris à marcher vite. Oh. Et donc, il fallait quand même 40 minutes. C'était... Ah ouais. Oui, c'était... Moi, je me souviens que je m'endormais parfois en rentrant. C'était assez fatigant. Donc, le lycée, non, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai même raté mon bac. J'ai mis du temps à le dire à mes enfants, d'ailleurs. Oh. J'ai raté mon bac parce qu'en fait, j'arrivais pas à travailler. Ouais. Et pourquoi, quoi? Enfin, ouais, tu savais pas pourquoi tu faisais tout ça. Non, j'avais vraiment un blocage. Il y a certaines matières que j'aimais bien, dont l'anglais. Ma mère m'a toujours poussée. Elle avait une sorte de vision. Ça m'a toujours fait. Elle était, il faut absolument que tu apprennes l'anglais. Et à l'époque, on avait des disques. Ouais. Et en fait, que tu les écoutais et tu répétais, il y avait un cahier. Et donc, je faisais ça pendant les vacances. Et c'est un des rares trucs que j'aimais bien. Ah, ce qui est dingue, c'est on sourit toutes les deux parce qu'on connaît la suite. Et on peut un peu spoiler sur ça. Oui, j'ai épousé un Anglais. Voilà. Oui, c'est Est-ce qu'elle l'a senti je sais pas, parce que c'est quand même mon deuxième mari, donc je sais pas, mais je la remercie pour ça, parce que ça m'a drôlement aidée pour mon futur métier et après dans la vie. Et j'allais beaucoup en Angleterre. En fait, la première fois que je suis allée en Angleterre, j'avais 12 ans, enfin j'allais avoir 13 ans. Et je suis allée dans une famille avec un organisme où on faisait du tennis. Encore le tennis. Que t'as séché? Ouais, non mais le tennis, bon. Il paraît que j'étais douée, mais malheureusement, j'ai pas... Oui, mais j'ai pas... Ouais. Non. Mais ma petite sœur Lucie fait encore de la compétition, donc elle a sauvé l'honneur de la famille. Mais non, moi, j'ai pas persévéré. Mais j'ai eu un coup de foudre pour la Grande-Bretagne. Ah, je me souviens de ce séjour. Enfin, j'y suis allée 3-4 fois. Et c'était un véritable coup de cœur. Et pourtant, tu es trop jeune, mais il y a un film qui s'appelle « À nous les petites Anglaises » où... Ah oui, je connais bien de nom. Mais effectivement, je ne l'ai pas vu. Ouais, où tu sais, les Français qui arrivaient là-bas, qui mangeaient mal. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai eu un véritable coup de cœur pour la Grande-Bretagne. Et est-ce que, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de gastronomie, mais c'était quoi ton lien à la cuisine à ce moment-là? Alors, mon lien à la cuisine est assez particulier. Parce qu'en fait, mes parents cuisinaient pour le quotidien. Alors les deux, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait classe le samedi, et c'est mon père qui cuisinait le samedi midi, et il cuisinait le dimanche midi. Alors, il n'avait pas un répertoire énorme, hein, c'était... c'était les escalopes à la crème avec des champignons en boîte, le poulet rôti, la purée... et le rôti de bœuf avec des frites. Voilà, c'était ces 3 plats. Et les œufs, alors on dit œufs mimosa, mais en fait c'est pas le bon terme, mais les œufs, en fait tu enlèves le jaune, tu mélanges avec du thon et de la mayonnaise. Ça c'était son truc. Ah, mais ouais, donc il cuisinait. Voilà, c'était son répertoire. Oui, il te sortait pas des produits congelés ou Non, parce qu'en fait les produits congelés sont arrivés un peu plus tard, avec Findus. Avant l'arrivée du micro-ondes même, on trempait les sachets ah ouais dans l'eau bouillante. Donc ça arrivait un peu plus tard, et ma mère faisait un pot-au-feu. Et elle faisait beaucoup de gâteaux alsaciennes, voilà, les tartes. Les aussi pour Noël et oui, tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les tartes, on avait un couettier, non, on dit pas un prunier, enfin, qui donnait des quetchs dans le jardin. Donc, les tartes aux quetchs, les tartes à la rhubarbe, les tartes aux pommes et un gâteau au chocolat, le Ruy Blas. Voilà.
Donc c'était... Mais on cuisinait pas ensemble. C'est-à-dire que mes parents aimaient pas trop qu'on traîne dans la cuisine. Ouais. En fait, c'était... t'es sûr que t'as pas des devoirs à faire, quoi. Oui, c'était pas dans la transmission, quoi. Non, Ouais. pas trop. Enfin... Après, un peu quand même pour les desserts, parce que j'ai le souvenir d'avoir quand même traîné un peu dans la cuisine. Et donc oui, j'ai quand même appris des choses, mais c'était pas le truc à l'époque. C'était voilà, il fallait penser à ses études, à faire du sport. Ouais. Il y avait pas de cours de cuisine, c'était pas. Donc moi, je cuisinais en cachette en fait. Ah, donc ça t'intéressait? Oui. Ok. En fait, j'étais extrêmement, enfin, je le suis toujours, extrêmement gourmande. Il faut savoir qu'en Alsace et en Lorraine, il y a quand même beaucoup de gens gourmands. Enfin, quand on y allait, c'était quand on allait voir mes tantes, il y avait toujours du café, des gâteaux. Enfin, j'ai des souvenirs de le gâteau marbré énorme en fait. Enfin, sous une cloche. Enfin, les tartes, c'était. Et je sais que mes parents, de temps en temps, me faisaient des gros yeux parce que au bout de une part, ça allait, 2 parts, puis après c'était bon. Ah oui, les injonctions. Oui, c'était attention bon. à ne pas trop manger. Voilà, bon, j'avais pas de problème de poids, mais j'étais extrêmement gourmande. Et en fait, à cette époque-là, j'étais attirée par le sucré. Et en fait, je mangeais beaucoup de sucré et j'avais jamais faim à table. Donc en fait, je mangeais. ça rendait mes parents fous, en fait. Parce que je mangeais pas. J'avais un problème avec la viande. J'arrivais pas. Donc, je cachais la viande. Ouais, c'est dingue. Parce que, pareil, mes parents disaient toujours, il faut absolument que tu manges la viande. C'est pas grave si tu manges pas les légumes, etc. Et donc, je cachais la viande sous la purée, tu vois. Enfin, ouais. Voilà. Donc oui, donc très gourmande. Et en fait, je cuisine. Et j'étais fascinée par les livres de cuisine. Il y avait un tiroir dans le salon. Et quand ma mère partait le mercredi après-midi, j'ouvrais le tiroir et je prenais des livres. Et donc, je faisais des expériences. Ah ouais. Souvent désastreuses. T'as commencé à quel âge, tu dirais? Donc j'étais en 4e. Ok. Ouais, parce que j'ai pas trop souvenir quand on était à Metz et à Rouen. Non, à Rouen, j'ai pas de souvenir d'avoir cuisiné en cachette. J'ai des souvenirs de descendre pour aller piquer des BN et les remonter dans ma chambre et les manger en boutinant. Ouais. Mais j'ai pas de souvenir de cuisine. Donc oui, j'étais 4e. Je sais pas quel âge on a en 4e. Je crois que j'avais... 14 ans? Ouais, j'avais un an d'avance. 14, ouais. J'avais un an d'avance, bizarrement, parce que en fait, ma mère m'avait fait rentrer plus tôt. En fait, je suis rentrée en maternelle. J'avais à peine 4 ans, en fait. Comme je suis née en septembre, oui. Et oui, donc j'ai commencé en 4e et je me souviens d'avoir fait du caramel. Le truc complètement très étrange. Mais on s'en souvient quand on fait la première fois son caramel. Oh, oui. Et je l'avais fait couler sur des assiettes. Ah. Et en fait, j'arrivais pas à le décoller. Ça avait collé. Et j'ai jeté l'assiette pour que ma mère voie pas. C'est faux. Oui, alors qu'on se dit pas, on peut le passer sous l'eau bouillante ou tout ça. Non, j'étais en mode panique. Je vois très bien. Donc, je faisais mes expériences. Et plus tard, quand j'étais au lycée, je faisais le goûter du dimanche. Parce qu'en fait, le goûter, c'était super important chez nous. Mon père allait toujours acheter des pâtisseries, soit le samedi, soit le dimanche, soit les deux d'ailleurs. Plutôt le dimanche. Et à un moment donné, c'est moi qui faisais le goûter du dimanche. Donc là, je découpais des recettes. Et donc, j'avais un classeur. Je l'ai gardé d'ailleurs, le classeur. Ouais. Donc, j'avais un classeur avec plein de recettes. Et tu faisais des gâteaux pour tout le monde. Voilà, je faisais. Mais je partais de zéro, en fait. Ouais. Et eux, t'accompagnaient pas du tout. C'était vraiment. C'était ta popote, quoi. Oui, j'ai pas de. Je pense que je faisais ça toute seule. Je pense que ma mère jetait un œil quand même. Oui. J'imagine, mais j'ai pas trop de souvenirs.
Non, je faisais vraiment, je décidais de ce que j'allais faire. Mais en fait, je partais de zéro et il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, quoi. C'était seul, quoi. Ouais, c'est clair. Et ton livre et toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai des souvenirs d'avoir fait. Enfin, c'était dur, en fait. Et c'était pas forcément très réussi, en fait. Oui, mais tu le faisais et puis tout le monde mangeait, quoi, au final. Ouais, voilà, tout à fait. Et est-ce que vous alliez au restaurant parfois ? Oui, alors c'est vrai que j'ai été élevée dans la gourmandise. On allait au restaurant, pas dans les restaurants gastronomiques. J'ai fait assez tard, en fait, des restaurants gastronomiques et pas tant que ça, même maintenant. Mais on allait au restaurant, mais à l'époque, c'était... on allait manger pizza, couscous. Les restaurants asiatiques sont arrivés quand même plus tard. Je pense que j'étais au lycée quand même. Et ça te plaisait ? Oui, j'aimais bien aller au restaurant, mais j'étais pas forcément attirée par les cuisines. Enfin, j'aimais bien les goûter au restaurant, mais il me serait pas venu à l'idée de faire un rouleau de printemps ou tu vois, parce que c'était trop loin de mon univers en fait. On mangeait des choses très simples à la maison, donc c'est bien plus tard que je suis devenue plus enfin c'est pas que j'étais pas curieuse, mais c'était trop éloigné en fait de mon univers. Et on parlait de l'Angleterre d'ailleurs et du fait que les gens n'aimaient pas, les Français n'aimaient pas la nourriture anglaise. Est-ce que toi tu l'as aimé ? Alors j'ai pas forcément aimé le salé. Enfin, j'ai pas trop de souvenirs du salé. Mais j'ai des gros souvenirs de sucré, notamment d'un cheesecake, mais qu'on achetait... en fait, c'était un mélange dans une boîte. Ça existe encore, hein. Ouais. Et en fait, dans ma famille, au bout d'un moment, ils me laissaient faire, en fait. C'est-à-dire ils me laissaient faire le cheesecake. Elle me donnait la boîte. Ok. En fait, je l'avais goûté... Alors, énorme coup de cœur, je me souviens encore de la sensation. Et donc, j'ai posé des questions. Elle m'a dit, voilà, j'utilise telle boîte. Et un jour, elle m'a dit, vas-y, fais-le. Ah oui, donc c'est un prémix, c'est ça ? Oui, c'est un prémix. Un sachet avec la poudre. Tu rajoutes du beurre fondu et tu le tasses dans un moule. Je me souviens encore du moule, enfin... que j'ai il se trouve que ma mère, c'était un Tupperware en fait, et il se trouve que ma mère avait le même, donc j'ai ramené des boîtes et j'ai continué à le faire. Et après tu avais un autre sachet dans lequel je sais plus ce que tu rajoutais, et ça faisait du lait ou de la crème. Ouais, lait ou crème. Et ça faisait la partie cheesecake. J'ai des souvenirs de ça. Et puis le apple pie et les Maltesers aussi, qui avaient ces bonbons au malt, qui sont arrivés en France après, mais qui n'ont pas le même goût. Ah, les Maltesers ? Oui. Ah ouais ? Ouais, ils n'ont pas le même goût en France. Mais ils sont au malt, les Maltesers ? Oui. Ah mais tu vois, je m'étais jamais posé la question. Ouais, et j'étais complètement folle. Et encore maintenant, enfin moins dans les dernières années, mais après, à chaque fois que j'allais en Angleterre, j'achetais un sachet, mais pas n'importe quel sachet, le petit, le sachet d'origine. Qui avait le vrai bon goût que tu recherchais. Et pas les énormes sachets plastifiés. Moi, je voulais le sachet plus en papier, enfin voilà. Et bon, bref. Et on va avancer un petit peu parce que le temps file déjà. Ah mais non, tu rigoles. Du coup, tu rates ton bac. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite ? Comme si... Bon, j'étais pas une pestiférée, mais c'était un peu la honte quand même de rater son bac. Voilà, à tel point que j'ai mis du temps à le dire à mes enfants. Et je pense qu'il y a des amis qui savent pas. Et après, je redouble. Et là, je me suis dit, là, ma cocotte... T'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. Et premier contrôle de SVT, devine la note que j'ai eue. 4. Mais non. J'ai cru que ma mère allait me tuer. Non, j'avais un blocage. Et il se trouve que pendant l'année, je sortais avec quelqu'un qui lui était bon. Et en fait, on a bossé ensemble. Et il m'a aidée.
il m'a fait bosser et moi, je l'ai aidé en maths. On a vraiment révisé ensemble. Ah, génial. Et j'ai eu 12. Et lui a eu une moins bonne note. En maths? Drôle. Non, en SVT, ouais, c'était drôle. C'était drôle et j'ai eu 17 en maths, voilà. Donc j'ai eu mon bac, donc ça a été un soulagement et du coup j'ai quand même débloqué des choses en travaillant avec mon petit copain de l'époque. Ouais, et d'avoir le bon entourage aussi. Enfin... Oui. En fait, voilà, moi je me suis rendu compte après qu'en fait j'étais capable du meilleur quand j'étais avec les bonnes personnes. Et ça a toujours été vrai dans le travail, encore maintenant en fait. Ouais. Mes résultats sont très dépendants des personnes qui m'entourent en fait. Alors un peu moins, même pas moins maintenant. C'est toujours le cas. Donc j'ai réussi mon bac. Félicitations. Soulagement pour toute la famille. Parce que mes sœurs ont toujours été super bonnes à l'école, très sport. Mais j'étais hyper contente parce que je me disais ouf. Il y a que moi, mais au moins c'est plus facile pour mes parents parce que je me sentais coupable en fait J'étais pas, en fait, je pouvais sembler rebelle. Enfin, j'étais pas une rebelle, mais c'est vrai que j'arrivais quand même pas à y aller, quoi. Donc c'était assez difficile à vivre. Et là, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais toujours ce truc, non mais Pascal, tu t'intéresses à rien. Et c'est vrai, je m'intéressais à la cuisine, j'étais fascinée par les livres. Bah ouais. J'écrivais des recettes, j'avais des énormes classeurs, etc. J'aimais beaucoup le travail manuel, mais je regardais ma mère faisait beaucoup de travail manuel, tricot. Elle faisait je me souviens, elle a fait un tapis où le tufting, non? Ouais, en fait, elle avec une espèce de pince, elle mettait chaque brin. Et j'étais fascinée par ce tapis. mais je regardais ça de loin, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Mais elle faisait de la tapisserie, de la broderie. J'étais fascinée, mais j'étais trop timide. J'osais pas dire que moi je voulais faire pareil. Puis je pense que je pense que ça aurait pas marché, même si j'avais dit... non. Tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. Non, bon, bref, donc je reproche rien parce que j'étais trop timorée. J'avais pas la force de dire non, moi je veux faire des tapis. Je rigole, mais j'avais pas la force. Je faisais d'ailleurs de la broderie un peu en cachette. Je piquais des mouchoirs. Et je faisais des trucs, mais c'était pourri parce que comme je le faisais toute seule... C'est ouf comme... T'as tout commencé en cachette, quoi. Ouais. La cuisine, les broderies. Ouais, la broderie. C'est dingue. Voilà. Plus tard, j'ai fait de la broderie d'ailleurs, mais bon. Ouais. Et donc, je savais pas quoi faire. Et j'ai dit à ma mère, je voudrais être infirmière. Alors, le truc, quand on me connaît... Je suis beaucoup trop sensible pour être infirmière. Comment c'est venu, du coup, mais j'arrive même pas à me souvenir. Ouais. Et donc, surtout que j'étais nulle, je comprenais rien en SVT. J'avais un blocage. Et puis, apprendre des trucs. C'était impossible. Et donc, je bossais dans ma chambre. Et j'ai un souvenir de ma mère qui descend dans ma chambre, qui me dit, écoute, Pascal... ça va pas le faire, je te connais, infirmière, non, c'est pas possible. Tu vas faire de l'informatique. Ah ouais. En fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était visionnaire. Ouais. En fait, elle avait un espèce de truc... je parle au passé, ma mère est toujours en vie, mais... Elle pressentait, donc j'ai fait de l'informatique. Et toi, t'as dit oui tout de suite Ah bah oui, moi parce qu'en fait j'étais hyper soulagée parce que j'étais devant mes livres, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux pas faire ça. Et l'informatique, ça t'attirait ou en fait, alors on avait donc un ordinateur à la maison, donc ça me faisait pas peur. En fait, ça faisait partie un peu de notre environnement. Ouais. Et puis tu voyais qu'en fait vous étiez rare à avoir un ordinateur à la maison, non? Oui, alors je me rendais pas trop compte à l'époque. Je m'en suis rendu compte après.
Donc j'ai fait de l'informatique. Alors première année, j'ai quand même trouvé le moyen de me planter lamentablement. Parce que je me suis retrouvée dans une sorte de fac. Alors c'était pas une fac, c'était l'IUT. Mais où j'ai fait de l'assembleur, où c'était horrible, je comprenais rien. C'était affreux. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai pas pu redoubler. Et là encore, ma mère m'a encore sauvée. Voilà. Et j'ai commencé un BTS informatique. Ok. À Paris, dans une école privée. Et là, ouf. Mes parents m'avaient dit, tu fais ce BTS et après tu bosses. Parce que ils en avaient un peu marre, quoi. Enfin, de me porter. Enfin, non, pas marre, mais c'était. Ouais, enfin, ils me portaient un peu à bout de bras, quoi. Ouais, c'était. Non, et puis eux, on travaillait très vite, en fait, assez jeunes, quoi. Ouais, donc, pour eux, c'était normal. Il fallait y aller, il fallait finir ses études. Et... en fait, c'était. Le truc, c'est que j'étais clairement pas faite pour les études. Donc, c'était. Parce que j'ai une sœur qui est médecin, qui est neurologue, qui est professeur maintenant depuis cet été. Et mon autre sœur, Lucie, est ingénieure. Elle a fait une école d'ingénieur, voilà. Donc en fait, c'est pas qu'ils voulaient pas que je fasse d'études, c'est que clairement, c'était pas mon truc. Et en BTS, j'ai eu un déclic en fait. Voilà, j'ai fini avec 14 de moyenne à l'examen. Donc j'ai bossé. Ça m'a intéressée beaucoup. On apprenait le COBOL. Le COBOL ? Le COBOL, c'est un langage de programmation. Okay. Alors, on en a encore besoin aujourd'hui pour certaines choses. Et j'ai adoré l'économie, l'anglais, j'adorais ça. On avait une prof de français qui était géniale, qui m'a dit un truc. Elle nous faisait faire des exercices super intéressants. Parce que j'ai pas dit, j'étais nulle en français. J'ai eu 8 au bac en français. À l'écrit et 10 à l'oral, ou l'inverse, une catastrophe. Et elle m'a dit, tu n'auras jamais de problème à l'oral. T'as une bonne capacité pour t'exprimer. Ouais, c'est génial. Et voilà, ça m'a... Ça t'a porté ? Oui, c'est resté, en fait. Tu vois, les croyances, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, elles restent. Et vraiment, ces exercices étaient passionnants. Et j'avais une super copine à l'époque, Corinne, qui était passionnée, et on avait lu, elle m'avait prêté un livre sur les microprocesseurs, un livre épais comme ça. Oh. Et je me suis retrouvée à lire ça et j'ai adoré. Enfin, le truc improbable. Mais pareil, parce que c'était très lié à la personne. On avait une amitié très forte. Et c'était quelqu'un c'était une fonceuse, passionnée, qui s'intéressait à tout. Donc, je me suis laissée porter. Et donc, j'ai bien réussi mon BTS. Et mes parents m'ont dit... écoute, là, tu nous as prouvé, si tu veux continuer tes études, vas-y, fonce. Mais en fait, moi, j'avais pas envie. Mais t'avais envie de travailler. Ouais, j'avais envie de partir, parce que j'en pouvais plus. Je voulais pas continuer mes études. Mais le problème, c'est que, en fait, quand tu as un BTS informatique, après, tu deviens ce qu'on appelle analyste programmeur. Sauf que moi, j'avais pas envie. En fait, ça m'avait amusée comme ça de le faire pendant mes études, mais programmer, rentrer dans une entreprise, j'avais pas envie. Mais en fait, j'ai pas eu trop le courage de le dire. Et pendant tout l'été, j'ai cherché du boulot. D'analyse programmeur ? Ouais, mais sauf que j'avais pas envie, et du coup, les entretiens, c'était une cata. J'ai gardé d'ailleurs les lettres de refus. Ah ouais. Je les ai retrouvées en vidant une maison. Mais oui, mais en fait, quand on a quitté une maison il y a 5 ans, dans laquelle on est resté 20 ans, et le dernier week-end, David m'a apporté une boîte en disant voilà, le dernier truc à trier. Et j'ai retrouvé cette boîte dans laquelle j'avais tous mes relevés de notes de primaire, du collège. Oh, je les ai lus et j'étais là. Non mais c'est une cata. Enfin, c'était genre passable, n'écoute rien. C'était... Et donc, évidemment, j'ai tout jeté. Ouais. Parce que je me suis dit, non, mais là, je jette. Et j'avais gardé toutes les lettres de refus de cet été. Mais je sais pas. Et donc, j'ai tout jeté. C'est dingue. Ça m'a libérée. Ouais. Voilà. Sans parler des lettres des petits copains aussi, où j'ai compris des trucs plus de 20 ans après. Ah, c'est génial.
Donc j'ai tout, j'ai gardé certaines lettres, notamment de mes sœurs. Enfin en fait j'ai compris plein de choses en relisant tous ces courriers. Avec le recul. Ouais, donc c'était il y a 5 ans, 6 ans. Et donc finalement, et mon père, là cette fois-ci c'est mon père qui est intervenu et qui m'a dit, écoute, j'ai un ami qui a une formation pour être commercial dans l'informatique. Si ça t'intéresse, on t'inscrit à la formation, on te paye la formation. Parce que c'était une formation payante. Ok. Et donc, j'ai commencé cette formation pour être... Ça t'intéressait, du coup ? Oui, en fait, oui, je sais pas trop, en fait. En fait, c'était... Je sais pas si ça m'intéressait ou si c'était une manière de m'échapper de la programmation. Je ne sais plus. Je ne sais pas, en fait. J'avoue, Non, je pense que c'était plutôt un échappatoire. Ouais. Un échappatoire. Et je démarre cette formation qui était géniale. Qui a duré 9 mois. C'est là que j'ai rencontré mon premier mari. Ok. Et pendant la formation ? Oui, pendant la formation. Et ma meilleure amie. Génial comme formation. Et c'était... on apprenait, on faisait des jeux de rôle... on apprenait plein de choses. C'était vraiment super intéressant et on était un groupe vraiment top. Enfin, c'était génial. Et vous saviez ce que vous vouliez faire du coup en sortant de là ? Oui, alors l'idée c'était parce que c'était une formation qui était un peu c'était pas sponsorisé par IBM, mais il y avait des liens. Et c'était une formation qui était destinée, parce qu'à l'époque, donc on était en 1987, et à l'époque, en fait, les micro-ordinateurs et les portables, c'était le tout début des portables, étaient vendus par ce qu'on appelait des distributeurs. C'est-à-dire qu'il y avait on n'achetait pas en ligne, il n'y avait pas Amazon à l'époque. Ouais. Et donc, il y avait des boutiques partout à Paris, partout en France. Et cette formation était destinée à travailler pour un de ces distributeurs. Ok. Donc, je crois que c'est eux qui finançaient la formation, enfin en partie. Parce que, ouais, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, on était sûr d'avoir un travail. Mais à cette époque-là, tu trouvais un travail facilement. En traversant la rue. Voilà, c'était la belle époque. Et du coup, c'était pour ouvrir une boutique Non, c'était pour être commercial dans une boutique, mais pas vraiment dans la boutique, mais bon, bref. Et donc, j'ai trouvé un boulot tout de suite, mais pas comme commerciale, comme assistante commerciale. En même temps que ma meilleure amie Hélène, on a été embauchés dans la même entreprise. Okay. Et donc, on était assistante commerciale. Je pense que... Alors, j'ai jamais su, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient rentrés directement comme commerciales, mais je sais pas pourquoi nous, est-ce qu'on était plus timides, parce qu'on était des femmes, je sais pas. Je me souviens plus très bien. C'est dingue, hein. Ouais, ça fait partie des choses auxquelles je pense maintenant avec le recul en fait, mais j'ai pas. Et donc c'était en janvier 88. Ok. Et donc on est rentré comme assistante commerciale. C'était top. On bossait boulevard Sébastopol. Donc j'ai quitté. J'habitais en coloc à Paris. Et ça a été vraiment chouette comme boulot. J'adorais. Tu as bossé combien de temps, du coup ? Alors, en fait, pas si longtemps que ça, parce que comme ça marchait bien, je suis passée commerciale. Ah. Et là, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu des grands moments de solitude. C'était assez dur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui avait changé ? J'étais terrorisée, en fait. De devoir faire de la prospection, etc. Ça me terrorisait. En fait, assistante commerciale, j'étais super bonne parce que j'étais en retrait. Ouais. Et tu fais tout le back-office. Voilà. Ouais. Et j'avais une relation de confiance avec les commerciaux. J'adorais ça. Enfin, j'étais dans ma zone de confort, en fait. Ouais. Vraiment, j'aimais beaucoup. Et commercial, ça a été très dur, à tel point que j'ai voulu redevenir assistante. Et le commercial avec qui je bossais m'a dit, tu sais Pascal, dans une entreprise, tu peux jamais revenir en arrière.
Ouais, c'est clair. Il avait raison. Ouais. Il avait raison et donc j'ai démissionné. Alors j'avais une piste pour être commerciale ailleurs, mais j'ai quand même démissionné parce que c'était pas top. Et je me souviens, je l'avais dit à mon père à l'époque, mais il dit mais il faut pas démissionner sans avoir de travail. Ouais, c'est clair. Je le dis pas à ta mère, mais T'avais j'espère pas peur, toi? J'avais peur, mais en fait moi la peur, ça m'a jamais fait peur. La peur a plutôt toujours été un moteur en fait. J'ai peur. Encore maintenant j'ai peur, mais ça m'aide à passer à l'action. Oui, à me dépasser. Ça... Oui, c'est un moteur, en fait. Ouais. J'ai la peur derrière, et moi, je cours devant. Et donc, j'ai trouvé un boulot de commercial chez Computerland. Je ne pense pas que ça existe encore. Et là, c'était... j'étais pas mauvaise, mais j'étais pas... c'était quand même pas trop mon truc. Et j'ai failli être virée. En fait, à la fin de ma période d'essai, j'ai été convoquée par un directeur et je savais qu'il voulait me virer, en fait. Et j'ai mangé 2 rochers Suchard avant d'y aller dans le métro. Et je me suis dit, il faut tout donner là, pendant l'entretien. Et j'ai tout donné. Et il m'avait dit, en fait, on n'a rien à te reprocher, t'es hyper agréable, les clients t'aiment bien, mais ton chiffre est quand même pas top, on s'inquiète un peu, et j'ai tout donné et ils m'ont gardé. Et au bout du compte, mon père m'a appelé un jour en me disant, écoute Pascal, je te connais bien, t'as un bon contact, je pense que les clients achètent parce que t'es sympa et t'as un bon relationnel, mais t'es pas assez pugnace pour être une bonne commerciale. Chez IBM, ils cherchent des gens qui ont ton diplôme. Et à l'époque, quand tu connaissais quelqu'un chez IBM, t'étais sûr d'avoir le premier entretien. Mais après, donc je suis rentrée chez IBM en 90. Ah, génial. Je vois l'heure qui tourne très vite. Oui. Et on n'est que en 90. Et on n'a pas encore parlé du lien à la nourriture. Donc je vais accélérer. On va peut-être accélérer jusqu'à ta reconversion. Tout à fait. Si ça te va. Oui. Tu sais que je déteste en plus accélérer les choses, mais là, je vois l'heure passer et je me dis, on va se faire couper en plein milieu des années 2000. Et... Non, ça va pas aller. Donc je vais accélérer. En plus, c'est assez rapide. Donc je rentre chez IBM, je passe des super années. J'en garde de très bons souvenirs, super équipe. J'étais une petite tueuse. Donc métier très technique, mais vraiment j'ai adoré. À l'époque des réseaux, enfin c'était vraiment chouette. Alors pas des réseaux sociaux. Non, des réseaux. Voilà, à l'époque où on connectait les micro-ordinateurs aux mini-systèmes. C'était passionnant, j'adorais. Mais j'avais un espèce de truc qui disait mais c'est génial, mais il y a autre chose derrière, je le savais. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu une sorte d'accident de parcours où en fait j'ai changé de métier pour plein de raisons. Et là, je me suis retrouvée dans un boulot que j'aimais pas du tout. Au sein d'IBM ? Au sein d'IBM. Après avoir eu toutes ces années géniales, je me suis retrouvée à faire de la formation pour les nouveaux embauchés. Je me suis retrouvée dans un sorte de panier, comment on dit, panier de vipère ? Panier de crabe. Un panier de crabe. C'est la première fois que ça m'arrivait. Du coup, j'étais totalement démunie. Enfin, je savais pas que c'était possible. Et IBM a arrêté d'embaucher à cette époque-là. Ce qui fait que... T'avais personne à former ? Voilà. Et en plus, panier de crabe. Et à cette époque-là, donc j'étais mariée avec David. Et on avait des problèmes de garde d'enfants à cette période-là. Lui passait manager. Et en fait, lui avait vu que je pouvais, quand j'étais dans une activité, qu'il n'y avait plus d'activité, enfin dans un boulot où l'activité, je pouvais prendre un congé sabbatique payé à 25%. Donc en fait, tout était aligné, ça arrangeait notre vie de famille. Parce qu'en fait, Noé était dans une école un peu... On n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui avait une voiture pour le ramener. Enfin, tout était galère. On est en quelle année, là, à peu près ? Là, on est en 2002 ou 2003. 2003. Okay. Ouais, 2003. Et donc, j'ai pris ce congé sabbatique
Alors, c'était génial. Parce qu'en fait, t'as rarement le temps, l'opportunité d'avoir autant de temps, parce que les enfants allaient à l'école. Noé avait 3 ans, Gabriel avait 10 ans. David les emmenait à l'école le matin, plus le bol monstrueux. Je me souviens quand ils partaient tous les 3, c'était ce sentiment de liberté. C'était complètement dingue, le fait d'aller dans un café, de bouquiner. J'avais l'impression d'être une princesse. Voilà. Et donc c'était sympa pendant 6 mois. Après, je commençais à me dire oui, bon. Et le hasard, même si je crois pas au hasard, un jour j'ai fait une recherche. Je regardais Cuisine TV, qui n'existe plus, et il y avait 2 personnes qui parlaient d'un salon de thé. Un couple. Et en fait, ils donnaient pas le nom du salon de thé. Un salon de thé britannique. Et j'étais là, mais pourquoi vous donnez pas le nom du salon de thé ? Enfin, c'est trop bizarre. J'étais fascinée par ce couple. La seule info qu'ils ont donnée, c'est rue des Martyrs. Ok. Et donc, je vais sur l'ordinateur, je cherche salon de thé britannique, rue des Martyrs. Et voilà. Et je tombe sur Rose Bakery. Oh. Et je tombe sur un billet de blog de Clotilde Dussoulier, qui a un blog qui s'appelle Chocolate and Zucchini. Et là, je me souviens encore, donc je découvre le nom du salon de thé, donc j'étais toute contente, je me suis dit je vais y aller. Et là, je lis son billet de blog et je me dis mais c'est dingue, cette manière d'écrire, de parler de soi, etc. Et ma première pensée, une de mes premières pensées, c'est dommage qu'elle l'ait fait, parce que j'aurais bien voulu le faire. Mais je peux pas parce qu'elle l'a déjà fait. Et là, je commence à fouiller. Mais tu sais, vraiment, je me souviens vraiment, c'était assez puissant. Et je commence à regarder. Et là, je me rends compte que c'est un blog, qu'il en existe plein d'autres. Et dans ma tête, je dis, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça. La révélation. La révélation. Parce qu'à l'époque... Parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de cuisine, mais comme depuis que je suis enfant, je suis passionnée par les livres de cuisine. Je suis passionnée par la cuisine. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai commencé à cuisiner. Alors au début, c'était vraiment pas bon. Je savais pratiquement rien faire. Bien sûr. Et puis j'ai cuisiné de plus en plus. Quand on recevait des amis, je suis allée dans mon premier restaurant gastronomique quand j'avais 20... je sais plus de 25 ans ou 25 ans, chez Jamin Robuchon. Ah oui. Ouais. Et ça a été dingue. Et j'ai des amis après qui m'ont offert son livre. Oh. Et j'ai fait mes premières recettes. Ah oui, de Robuchon. Oh. Ouais, j'y passais des heures et puis c'était pas. Je faisais les points autour de l'assiette. Ah là là. Et j'ai un copain qui s'était moqué de moi un jour. J'avais servi une entrée et il m'a dit mais c'est quoi ces points? C'était drôle. T'étais trop avant-gardiste pour lui. Donc je commençais à acheter des livres, je cuisinais de plus en plus. Et chez IBM, un jour, j'avais eu un client horrible au téléphone. Et j'avais dit à un de mes collègues, non mais je m'en fous parce qu'un jour j'écrirai un livre de cuisine. Ah ouais. Oui, en fait j'avais un espèce de truc... qui me permettait de m'échapper en fait, même si j'adorais mon boulot, mais de temps en temps j'avais besoin de me dire il y a autre chose. Ouais. Bon bref, donc pendant le congé sabbatique, donc je dis c'est ça que je veux faire, parce que en fait je me sentais un peu seule, parce que toutes mes copines bossaient, personne, c'était pas à l'époque où les gens changer de boulot, oui. Enfin on n'était pas dans ce schéma-là. On s'est lancé en freelance, ouais. Voilà, donc j'étais vraiment seule et je me suis rendu compte que ça me manquait que je m'entendais toujours, les collègues avec qui je m'entendais le mieux, c'était toujours des gens qui cuisinaient beaucoup et on racontait le lundi, tiens, moi j'ai fait ça, et comment t'as fait. Donc on échangeait beaucoup sur la cuisine et ça me manquait. Et en fait, quand j'ai vu ce qui était un blog, je me suis dit, je veux faire ça parce que j'avais besoin, en fait, d'échanger, de parler de ma cuisine. C'était vraiment le moteur. Et David est rentré un soir,
Et on était au lit, je me souviens, et je lui dis, je sais ce que je vais, voilà ce que je vais faire. Je vais ouvrir un blog de cuisine. Et lui connaissait le phénomène des blogs. Ok. Il m'a dit, mais oui, bonne idée, etc. Et 2 semaines après, bim, j'avais mon blog. J'ai démarré mon blog. Mais c'est vraiment... dingue. En fait, sur le moment, parce qu'en fait, j'ai regardé... En fait, j'avais pas fait gaffe que tous les blogs que je lisais étaient en anglais. Ah. Parce qu'on était tout début 2004. Et Clotilde, le sien était en français? Le sien était en anglais. Oui, le sien était en anglais au début. Ok. Que en anglais. Alors qu'elle était française et qu'elle écrivait sur... Ouais. Okay. Mais elle avait passé 1 an aux États-Unis. D'accord. Et donc, elle écrivait en anglais. Et comme moi, chez IBM, je travaillais en anglais. Enfin, toutes les brochures étaient en anglais. Puis après, j'avais un boulot où j'écrivais qu'en anglais. En fait, je lisais tout en anglais, mais je me rendais pas compte que je lisais tout en anglais. Ouais. Donc, j'ai choisi une plateforme qui était disponible qu'en anglais. Je payais chaque mois en $, c'était Typepad. Et donc, je crée mon blog. Et là, vraiment, j'adorais, donc je faisais ça tranquille. Donc au début, je voulais écrire tous les jours et David m'a dit non, 1 jour sur 2, parce que souvent les blogs s'essouffle. Ah, et donc il savait déjà. Oui, il savait déjà. Donc celle-là, c'était en 2002, c'est ça? C'était 2004. Ok. Mars 2004, mais je l'avais commencé un peu avant, en février, mais je l'ai rendu public le 2 mars 2004, précisément. Okay. Et alors là, c'était vraiment... j'adorais, en fait. C'était... cuisiner, partager, écrire, c'était vraiment un truc de dingue. Et c'est plusieurs mois après que je me suis rendu compte que j'étais le premier en français, en fait. En fait, j'ai pas vu, moi, parce que j'avais tellement l'habitude de lire en anglais que j'ai pas vu, et c'est en allant, parce que en parallèle, je me suis intéressée au phénomène des blogs, donc j'allais à des conférences, et c'est là, en fait, je suis allée à une conférence un jour et j'ai vu mon blog affiché. Enfin, c'était... Est-ce que tu regardais justement les statistiques et tout? Est-ce que ça a monté vite? Alors, je regardais, mais... c'était très abstrait, mais oui, c'est monté assez vite. Au début, j'avais 60 personnes, 500, 1000. Ouais, c'est dingue. Hein. Et en fait, après, j'ai bénéficié en fait de la presse, parce que j'étais au début de cette mouvance. Donc j'ai eu, mon blog était dans Le Monde, en pleine page. En fait, il y avait une double page et il y avait 3 blogs par page, et il y avait le mien. Donc, il y avait des blogs de différents... il y avait Maître et Olas, il y avait et c'est des trucs qui m'arriveront plus, qui étaient complètement dingues. Ouais, c'est incroyable. Et c'est arrivé au bout de combien de temps? Assez rapidement, en fait, de la première année. Donc, ça m'a bien aidée. Mais en fait, j'ai resté... ça m'a pas donné la grosse tête, en fait, parce que c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire, en fait. Ça me donnait un élan pour cuisiner. Ouais. Mais parce qu'en plus, est-ce que ça te rapportait quelque chose financièrement? Non. Oui, non. Voilà, c'était vraiment de la pure passion. Oui, c'était... Et en fait, les gens, mon entourage, mes parents... je me souviens, on dit c'est la première fois qu'on te voit aussi passionné. Enfin, on a arrêté de dire que je m'intéressais à rien. En fait. Ouais, bien sûr. En même temps, tu faisais en cachette tous les trucs qui t'intéressaient. Oui, j'ai eu ma période où je fabriquais des bijoux aussi. Ah, en cachette aussi? Bah oui, en cachette. Ouais. C'est dingue. Ouais, j'avais tous les trucs dans mon bureau planqués. Voilà, donc j'ai eu des périodes comme ça. Et en fait, j'étais censée retourner chez IBM, parce qu'en fait, j'avais pris le congé juste comme ça, mais j'avais pas un projet professionnel. Et je l'ai décalé de 6 mois, mon retour. Et 1 semaine avant de retourner là-bas, David, on fêtait notre anniversaire de mariage, et David m'a dit, écoute, je t'ai jamais vu aussi passionné, parce qu'en plus on avait travaillé ensemble chez IBM, vraiment travaillé ensemble, on était collègues, donc il me connaissait bien. Rien de mieux que de travailler avec son mari pour bien le connaître. Pour tester son couple aussi. Oui. Mais c'était une bonne expérience. Et il m'a dit, écoute, démissionne. Et on va se débrouiller. Il me dit, je suis sûre qu'il y a un truc qui va
qui va sortir de là. Enfin, il est génial. Ouais, on aimerait tous trouver un mari comme ça. Ouais, j'avoue, c'était un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Et donc, je suis retournée là-bas le premier jour. Et en fait, j'ai démissionné à 9h. Et à midi, j'étais sortie, en fait. Et alors, c'était totalement kamikaze, parce qu'en fait, j'avais rien. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais un plan de bataille? Ah, pas du tout. Absolument pas. Mes parents l'ont très mal vécu. On s'est disputé d'ailleurs, enfin bon. Mais ça fait partie. Mais après, maintenant que j'ai des enfants, maintenant je comprends parce qu'on s'inquiète toujours pour les décisions de ses enfants. Oui, ça part d'un bon fond, quoi. Oui. Mais ça reste des décisions personnelles et des décisions de vie. Donc c'était. Et alors là, donc j'étais super excitée. J'étais là, c'est génial. Je suis libre, je peux ma passion, etc. Mais bon, je savais qu'il fallait que je gagne de l'argent. Parce que, voilà. Et tu savais comment on pouvait gagner de l'argent absolument pas. Okay. Ah non, c'était vraiment complètement kamikaze. Donc, mon premier truc, j'ai contacté la presse. Et là, c'était assez violent. C'est-à-dire que, imagine, on était en 2004, une blogueuse qui contacte la presse. Et là, on m'a dit, en fait, je comprends pas, t'es pas photographe, t'es pas styliste culinaire, t'es pas journaliste. Tes recettes c'est des recettes du quotidien. En fait, je cochais aucune case. Tu sais, mais c'était pas méchant. Je rentrais pas dans une case. Non, mais surtout que les journalistes n'aimaient pas les blogueurs. Enfin, je me rappelle qu'il y avait un peu une guerre. Oui, c'est vrai. En tout cas, dans le cinéma, je sais qu'il y avait. On les invitait pas en même temps. Oui. Oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette espèce de... Parce qu'il n'y a pas, soi-disant, cette formation derrière et tout, enfin, ce que j'entends, quoi. Ouais. Mais, tout à fait, il y avait... Donc, je me suis dit, ça, c'est mort. Tu pouvais pas faire les fiches recettes du Elle? Non, alors elles, ça a été un des premiers magazines à parler de mon blog. Oh. Je me souviens, j'avais eu 3 pages. Ah ouais? Ouais. 3 pages, c'est beaucoup. Ouais. Et j'ai écrit un tout petit peu. Ok. Mais voilà. Mais après, justement, cette expérience m'a fait prendre conscience que j'avais pas forcément envie d'être journaliste. J'avais du mal moi, j'avais envie d'écrire comme je voulais écrire, en fait. Et je me souviens, j'ai travaillé un peu avec Catherine Roig, qui a été absolument géniale. C'est elle qui avait fait les 3 pages et après j'ai un peu travaillé avec elle. Mais je me suis rendu compte que elle m'a beaucoup coachée, mais en fait j'avais pas envie de me conformer à un style en fait. Et donc j'ai laissé tomber. Oui, parce qu'il faut adopter le ton du journal. Voilà. Et en fait moi en fait j'avais pas envie. J'étais un peu rebelle en fait. Pas rebelle, mais j'ai envie de faire ce que je voulais faire. Ouais. Et un jour, je suis tombée sur une annonce sur Facebook d'un site de cuisine et qui était animé par un couple. Et en fait, l'annonce disait, Véronique va partir en congé de maternité, on cherche quelqu'un pour nous épauler. J'ai dit, Et donc, j'ai envoyé un message, on s'est vu dans un café et j'ai commencé à travailler pour ce site qui s'appelait Gusto, qui n'existe plus, qui a été racheté par CNET après. Et au moment en 2008, au moment des problèmes... bref. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux. C'était ma première mission en freelance. Waouh. Et j'ai travaillé un petit peu. Donc, je développais des recettes sur des thèmes. Donc, on se mettait d'accord sur un thème. Et après, j'ai fait des vidéos avec eux. De plus en plus. C'était vachement avant-gardiste, quand même. Oui, c'était en 2005, 2006. Ouais. Et j'ai même travaillé avec Estherelle Payani à l'époque, parce qu'elle travaillait pour Gusto. On en a reparlé récemment. Elle écrivait des recettes aussi? Non, elle était rédac chef en fait. Ah ouais, ok. Donc on se mettait d'accord par exemple sur les vidéos et elle était là pendant le tournage. Ah, c'est dingue. C'était... Ouais, et les tournages, du coup, à l'époque, on n'avait pas des smartphones et tout ça. Enfin, il y avait vraiment... c'était pas toi qui te filmais Non, il y avait un vidéaste, il y avait qui faisait le montage... Et c'était des vidéos qui étaient sur le site et sur YouTube et Dailymotion. Okay. J'en ai retrouvé. Oh là là.
J'étais super timide. Oh là, j'étais super timide. Et j'avais une voix toute douce, genre FIP radio, tu vois. Et j'étais pas très sûre de moi, en fait. C'est normal, c'est les premières fois. Ouais, parce que mais tu l'as fait. Ouais. C'était... en fait, c'est quelque chose que j'ai appris pendant toutes ces années. En fait, c'était des années où, en fait, les gens me proposaient des choses. Et je me souviens quand Véronique m'a dit « Écoute, on aimerait se lancer dans la vidéo, on te voit très bien. » Moi, j'étais terrorisée. Puis je me suis dit « Si elle me demande, c'est qu'elle pense que je peux le faire, donc j'y vais. » quoi. Ça, c'est un truc que j'ai compris assez rapidement. Même avant, chez IBM, c'est si les gens te proposent quelque chose, c'est qu'ils ne sont pas idiots. Oui. Voilà. En fait, ça contrebalançait mon manque de confiance. Ouais. Oui, et puis toi, tu te disais « Pourquoi pas ?» Tu te disais pas pourquoi ou non, je saurais pas faire. Ouais, parce que tu prenais la perche. C'est ça. C'est ça. Et ça m'a aidé dans tout mon parcours en fait. Parce que honnêtement, je pense que je faisais pas forcément les bons gestes. C'était. Ouais, mais peu importe. Compliqué. On te demandait, de faire une recette comme, un particulier chez lui. Voilà, c'est ça. C'était, Sinon, ils auraient contacté un chef étoilé ou un MOF pour avoir le geste parfait. Oui, c'était ça. Parfait. Oui, c'était exactement ça. Donc, j'ai travaillé avec eux plusieurs années et en parallèle, j'étais contactée un mercredi. En fait, il y a des choses comme ça dont je me souviens super bien, par Thierry Roussillon, qui travaillait pour Version Fémina. Ok. C'était le chef de rubrique cuisine de Version Fémina. Je sais pas d'ailleurs si ça existe toujours, mais c'était le supplément du journal du dimanche. Oui, ça existe. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Et c'est Valérie Duclos qui a repris. Et en fait, il m'a envoyé un mail en disant voilà, on aime beaucoup ton blog, on aimerait bien travailler avec toi pour un livre, etc. Est-ce que tu peux on se voyait, je pense. Est-ce que tu peux m'appeler pour un livre, pas pour le magazine? Non, pour un livre. Et donc je me souviens, je me suis enfermée dans la salle de bain parce que c'était un mercredi, les enfants étaient là. Bon, ils n'étaient pas très turbulents, mais je voulais être tranquille. Et je l'appelle et il dit on a remarqué que tu fais beaucoup de desserts anglo-saxons sur ton blog. Et en fait, on voudrait écrire un livre sur les desserts anglo-saxons. Est-ce que tu serais partante? Et alors là, j'ai dit oui tout de suite. Sans même savoir quelles étaient les conditions financières. Non, absolument pas. C'était une super aventure. Pareil, j'étais là encore. J'ai une amie qui m'a beaucoup. Je reviens un peu en arrière, mais quand j'ai commencé mon blog, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont Christy. J'arrive jamais à prononcer son nom de famille. Je vais pas le prononcer, c'est pas grave. Elle est coach. Elle a un blog qui s'appelle Ma vie sans moi. Ok. C'est Christy Vandermerch, quelque chose. Bon, si elle m'écoute, impossible je me souviens pas comment ça se prononce. Et en fait, elle était venue à la maison avec son mari, ses enfants, un dimanche après-midi. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit j'aime beaucoup tes recettes. En fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais elles sont très faciles à suivre. En fait, c'est un peu comme si tu nous prenais par la main. Et je me suis dit, c'est peut-être sûrement mon boulot dans l'informatique, parce que j'écrivais des procédures dans le boulot. Pour simplifier peut-être. C'est là où d'ailleurs j'ai commencé à aimer écrire. Chez IBM, j'écrivais des procédures pour les clients dans un magazine. Ah oui, d'accord. Mais pareil, je m'en suis rendu compte après, quand je suis passionnée par un sujet, l'écriture, c'est un bon moyen d'expliquer et de partager. Et elle m'avait dit, vraiment, t'as un truc, tu devrais écrire un livre de cuisine. Puis dans ma tête, j'étais là, mais non, tu sais, le syndrome de l'imposteur typique. Mais elle m'avait dit, mais réfléchis, parce que vraiment, t'as un truc. Et quand Thierry Roussillon m'a contactée, en fait, j'avais la voix de Christy derrière moi qui disait, tu devrais écrire un livre de cuisine parce que tes recettes, blablabla. Et en fait, ça m'a aidé à
à dire oui, même si j'étais terrorisée, mais ça m'a portée, en fait. Ouais. C'est... Et du coup, vous avez sorti votre premier livre ? Oui, en 2005. Donc toi, t'étais l'auteur, c'est ça ? Oui. Ok. Oui. Et quelles étaient les modalités du contrat ou Alors, c'était classique. En fait, lui, il cherchait des auteurs pour les éditions First. Et j'ai eu un contrat classique, 5%, une avance sur droit d'auteur. Enfin, c'était vraiment classique. Ok. Oui, First, en plus, c'est vachement bien. Oui. Oui, c'était une grande boîte d'édition. Oui, tout à fait, oui. Il était super bien distribué. Et c'était complètement dingue. En fait, ce livre-là, on en a vendu plus de 300 000. C'est dingue. Hein. C'est un best-seller. Et j'en parle rarement. Enfin, pourquoi ? Je sais pas, parce que je suis pas très chiffre, en fait. Pas assez, d'ailleurs. Mais c'est vrai. Et pas commercial sur toi, quoi. Mais... Non. Mon père avait raison. Mais c'était... en fait, quand je l'ai sorti, donc c'était en 2005, donc 1 an après le démarrage de mon blog, ou peut-être 1 an et demi après, il y a eu toutes les blogueuses en ont parlé. C'était un truc, mais complètement dingue. Oh. Il y a eu un espèce de... En fait, j'étais la première blogueuse à écrire un livre. Ouais, après, tu avais une solidarité. Ah non, mais c'était dingue. Enfin, c'était beau, quoi. Et que tu les connaisses ou pas ? Que je les connaisse ou pas. C'était complètement... donc ça... Et puis à l'époque, il n'y avait pas de livre sur les... Donc il s'appelle Cookies, Muffins & Co. Il est encore en vente aujourd'hui. Et c'est donc la solidarité complètement dingue. Encore aujourd'hui, je reçois des photos du livre tout taché. Voilà. C'est complètement dingue. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc c'était une aventure. J'ai adoré. Et après, j'ai continué à travailler pour First. Ok. Qui t'ont commandé d'autres livres, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Pendant assez longtemps. Que t'as tous aussi bien vendus ou Non, pas. Non, après c'était un peu plus compliqué et après j'ai arrêté de travailler avec eux et après j'ai travaillé avec Solar. Ok. Ouais, donc pendant les 10 années qui ont suivi, en fait, t'as écrit des livres de cuisine. Oui, en fait, j'en ai écrit 10 en tout. Ah ouais. Le dernier date de juste après le confinement. Ok. Et il est sorti juste après le confinement. Et en parallèle, je travaillais en freelance. Donc pour le site Gusto, mais aussi pour d'autres choses. Des trucs très variés. En fait, c'était... Moi, j'ai toujours aimé la variété, en fait. Ouais. Donc, je faisais par exemple des démos sur le salon de l'agriculture pour la banane de Guadeloupe. J'ai travaillé pour la fondation Nestlé. J'ai travaillé pour Bacardi sur la mise au point du slow drinking. Donc c'était les premières collabs, en fait, de marque avec une créatrice de contenu. Oui, mais c'était pas forcément... je créais pas forcément des contenus. Parfois, c'était des choses qui n'étaient pas du tout sur mon blog. Ou... Ouais, non, mais ils se servaient de ton image et de tes compétences pour faire une activité. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était exactement ça. Et... j'ai travaillé pour la collective des pommes de terre. Ok. Je savais pas que c'est existait. C'est tous les producteurs, en fait, pommes de terre, qui sont regroupés. Et est-ce qu'il y a des sous-parties avec la Noirmoutier, avec la Charlotte ? Ouais, après, il y a il y a la collective, après, il y a des marques commerciales. Ah, ok. Tu vois, oui, en fait, c'est assez complexe. C'est dingue, hein. C'est assez complexe. Donc moi, j'avais pas le droit de parler des marques, en fait. Ok. Par exemple, la rate du Touquet, c'est une marque. Donc j'avais le droit de parler de la variété, la rate, mais pas la rate du Touquet. D'accord. C'est fou. Ouais. Et c'est un contrat que j'ai adoré. Donc là, j'animais leur blog. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ok. Parce que je suis passionnée par la pomme de terre. Lorraine, alsacienne, c'est un peu normal. Faudrait que je te demande de la meilleure recette de rosti, mais il y en a beaucoup qui mettent du fromage ou sans farine. Moi, je veux vraiment oignons et pommes de terre. Oui, mais j'en ai. Tu l'as ? Oui. Je peux te les envoyer. Génial. Je peux te les envoyer. Et du coup, donc là, c'est quoi ? Donc, les livres, l'émission, qu'est-ce qui change au bout de 10, 15 ans
Alors, ce qui change, j'ai vécu des aventures extraordinaires. C'était des voyages, des collaborations. J'ai appris, j'ai fait des rencontres. C'était vraiment une belle époque. Mais à un moment donné, ça a trop bien marché financièrement et j'ai dépassé l'espèce de plafond. Ah, de l'entrepreneur. Voilà. Et en fait, j'ai dû déclarer la TVA. Et là, on peut le dire, j'ai merdé. Enfin, j'ai pas bien géré parce que j'avais un peu de mal à gérer les finances, etc. Ouais, mais c'est important de le dire et c'est vrai que on n'y pense pas forcément. Non, Et en fait, finalement, j'étais victime de mon succès entre guillemets, mais complètement de ma faute. En fait, j'ai mal géré. Oui, mais en même temps, mais personne nous accompagne en fait dans ces moments-là, non. Quoi. Ou met des heads up, ou Bon après, j'aurais pu, j'accuse pas le monde. Hein. C'est moi qui ai fait l'erreur. Et puis en parallèle, je sais pas, les choses ont changé, les contrats étaient moins intéressants, moins bien payés. C'est au moment où il y avait Top Chef, etc. Et par exemple, toi, les démos que je faisais sur le salon d'agriculture, qui étaient hyper bien payées et super intéressantes, ça, c'était plutôt repris par les chefs qui faisaient Top Chef ou. Oui, finalement, les stars. Et c'était. Donc en fait, les contrats étaient moins bien, moins intéressants, moins bien rémunérés. J'arrivais un peu au bout de travailler toute seule et j'étais pas photographe non plus et beaucoup de marques en fait mettaient beaucoup l'accent sur la photo. En fait, moi, j'avais un peu des compétences j'étais un peu multicasquette et j'avais pas envie de m'enfermer. Oui, d'être spécialiste. Voilà. En fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours fui, le fait d'être spécialiste dans un truc. Donc, que ça soit la photo, et donc, ça me donnait pas envie. J'avais pas envie, j'aimais bien faire des jolies photos. Mais j'avais pas envie de devenir photographe. Et ma fille est partie de la maison pour faire ses études. Enfin, en fait, il y a eu plein de choses. Et puis, financièrement, en plus, à un moment donné où j'ai eu moins de contrats, du coup, en fait, ça va très vite. Hein. Donc, tu t'es vraiment retrouvée dans la merde, c'est ça? Oui. J'avais des dettes avec la CIPAV. Oui, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'ai quand même j'ai merdé. Ouais, parce qu'on se dit, effectivement, la rançon du succès, et là, finalement, ton succès t'a fait perdre beaucoup d'argent, en fait. Oui, tout à fait. C'était un peu. C'est pas une période. Tu conseillerais quoi à la Pascale de l'époque pour éviter ça? De pas faire l'autruche, d'ouvrir ses courriers. Ah, parce que tu recevais des courriers? Non, en fait, à un moment donné, j'ai lâché prise, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu. Et puis, c'était trop gros, et puis j'ai carrément. Occulté. Non, mais j'ai fait l'autruche. Oui, donc tu avais quand même des courriers qui te disaient attention, il va falloir payer ça. Ça. Et puis j'ai fait. Non, mais. C'était assez dur. Notamment vis-à-vis de David qui m'a toujours soutenue et du coup et qui n'était pas du tout conscient de la situation dans laquelle t'étais. Non, ça a été assez dur. J'avais l'impression un peu de trahir sa confiance parce qu'il a toujours été c'était un pilier un pilier et là moi de mon côté je faisais mes conneries et il savait pas, il a dû m'aider. Donc c'était bon. Depuis, j'ai fait beaucoup de progrès. Mais ça m'a foutu une baffe énorme. C'est comme ça qu'on apprend, mais c'est aussi en le partageant que tout le monde apprend aussi. C'est vrai que j'en parle pas. Ça peut aller très vite. C'est vrai. Et la spirale peut aller vite et tout. En fait, ça va très vite parce que quand tu commences à avoir besoin de contrats pour payer tes trucs. En fait, c'est le début de la fin. Et ça va très, très vite. Et ma petite sœur m'a aidée. Parce qu'alors, elle est au taquet avec les chiffres. C'est l'ingénieur. Et je suis allée chez elle un soir avec mon ordinateur. Et on a ouvert une bouteille de vin.
Et elle a fait les calculs. Et à la fin de la soirée, elle m'a dit, Pascal, en fait, il faudrait que tu factures, je sais pas, 3 ou 4 000 euros par mois pour t'en sortir. Et j'ai dit, c'est mort. Et je suis partie de là. J'avais bu un peu trop de vin. Et j'étais pas hyper bien. Et le lendemain, je l'ai rappelé. Et donc, à l'époque, j'avais 48 ans. Et je lui ai dit, il faut que je trouve un travail. Et je lui ai dit, mais le problème, c'est que j'ai 48 ans maintenant. Oh. Et en fait, je me suis pas laissée démonter. J'en ai parlé autour de moi. Je me souviens, à l'époque, j'allais un week-end, c'était le salon du blog culinaire qui était organisé par Chef Damien de 750 grammes et son frère Jean-Baptiste. Et donc, je rencontrais plein de gens que je connaissais, ça faisait plusieurs années. Et j'en ai parlé vraiment... En fait, j'ai arrêté de faire parce que je suis quelqu'un de très fière, voire orgueilleuse. Ouais, mais on est nombreux comme ça et à pas oser demander, quoi. Voilà, de l'aide ou, un job. Ou... Ouais. Et là, pendant tout le week-end, alors pas à beaucoup de personnes, mais notamment à une agence avec qui je travaillais, Pascal Azria. Et en fait, elle m'a proposé un boulot. Et dans son agence. Une agence de com, une agence RP. Qui travaille beaucoup pour la food, avec qui j'avais travaillé sur des contrats super intéressants, notamment pour Marc Repère. Enfin, j'avais beaucoup travaillé avec eux et j'avais une très bonne relation avec Pascal. Et en fait, j'ai appelé Damien, parce que je travaillais en freelance avec 750 grammes. J'avais de très bonnes relations avec eux et je lui ai dit, écoute, je vais redevenir salarié, je pourrais plus. Et il m'a dit, non, attends, signe rien, bouge pas. On est en train de se faire racheter par Webedia. Et en fait, on aimerait bien travailler avec toi. En fait, il m'a plusieurs fois dit, on aimerait bien travailler avec toi, mais on peut pas te payer un salaire. Donc, il m'a dit, ne fais rien, etc. Et donc, j'ai rencontré son frère, Jean-Baptiste Duquesne, dans un café. Et en fait, il m'a embauchée comme rédac chef. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais, c'était... Donc, il a suffi que tu commences à en parler et finalement, il y a plein de choses qui se sont débloquées. C'était assez dingue. Donc, c'était en 2014, donc 10 ans après la création du blog. Et je voulais dire un truc important. Oui, et ce qui était drôle, c'est que j'avais pas fait de CV depuis 1989. Parce qu'en fait, j'avais fait le CV avant de rentrer chez IBM et après, j'en ai pas eu besoin. Et j'ai refait un CV il y a 3 ans. Tu vois. Ouais, c'est dingue. Et avec des choses tellement différentes, en fait, de ce que tu avais fait initialement. Oui. Et donc, en 2014, je suis redevenue salariée. Salariée dans mon domaine de passion. Ce qui est une sacrée aventure. Non, mais incroyable. Ouais, comme rédac chef de 750 grammes. Et donc là, tu as été rédac chef pendant combien d'années ? 9 ans. Waouh. Ouais, donc longue histoire. Ça t'a plu ? Alors, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance de faire des choses très variées. En fait, je me rends compte qu'il y a un truc qui revient beaucoup, c'est que moi, je suis heureuse quand je fais des trucs variés. Ouais. J'ai du mal, je peux pas être cantonnée dans un truc, en fait. Ouais, faire une chose répétitive. Ouais, en fait, je m'ennuie et... Je sais pas, dans mon cerveau, il y a un truc qui se passe et ça va pas. J'y arrive pas, en fait. Je pense que je suis pas bonne quand je suis dans ma zone de confort. Ouais. J'ai besoin d'être stimulée. Ouais, d'être stimulée. Ouais. Et c'est la peur qui me stimule et puis les gens qui me font confiance et qui me proposent des choses. Donc 9 ans, donc j'ai fait mon boulot de rédac chef, j'ai écriture, j'ai cuisiné pour des vidéos. À un moment donné, j'ai travaillé pour le magazine papier 750 grammes avec la rédac chef qui est décédée depuis, mais qui m'a énormément aidée parce que j'avais jamais travaillé pour la presse et elle a été géniale. Donc je faisais les photos avec une de mes collègues, Sylvia Santucci. On formait une belle équipe. Elle a fait les photos de certains de mes livres aussi. Et donc, c'était pas du tout, du coup, le même travail de bosser avec la presse que de bosser sur le site 750 grammes ? Non, c'est des Qu'est-ce choses... qui est différent entre les deux ?
Pour la presse, on est plus, on réfléchit sur des thèmes, etc. Sur le digital, on est plus, on pense plus aux chiffres, à l'audience, et il faut aller vite, aux performances, et on est plus il faut être dans les tendances, il faut être au taquet, ce qui est super intéressant d'ailleurs. Moi j'aimais bien, je passais des heures sur Pinterest à regarder les tendances et on reproduisait on appelait ça les recettes Pinterest parce que parfois c'est dégueulasse. C'est clair. Oui, donc c'est un jeu, enfin c'est super génial. Intéressant aussi de regarder ce qui se fait et de reproduire à sa sauce sans non plus vendre son âme au diable. Hein. Ça c'est c'est incroyable. Ouais. Et tu continuais à écrire ton blog à ce moment-là ou pas ? Alors oui, j'ai continué parce qu'en fait je me disais je rentre dans une entreprise. Il faut quand même que Pascal Wix reste là. Et c'était pas facile. Ça fait beaucoup de travail. Oui, c'était pas facile. J'ai beaucoup... Surtout que j'ai continué les livres en parallèle. J'ai écrit 4 livres en 9 ans. Donc sur mon temps perso. Plus le blog, plus la rédac chef. Waouh. Et j'ai passé mon CAP cuisine aussi. Toujours plus. En fait, les choses... CAP cuisine, c'était une sorte de regret. Quand je suis rentrée chez 750 grammes, je me suis dit, j'aurais dû passer mon CAP pendant que j'étais en freelance. Et en fait, j'ai 2 collègues qui voulaient le passer aussi. Tu te souviens ? Mais c'est à l'époque où on s'est rencontrés. Marie et Alice, oui, exactement. Tout à fait. Et ouais, c'est ça. Et devant la machine à café, on s'est dit, allez, hop, on y va. Et donc, on a été coachés par chef Christophe de 750 grammes. Et au même moment, on m'a proposé d'écrire un livre sur le batch cooking. Ah oui. Et en fait, donc pendant 1 an, j'ai pas eu de congé en fait. Tous mes congés. Enfin, je me souviens, David allait au ski avec Noé, avec des amis, et moi je restais. Ouais. Mais après, moi, je suis devenue bosseuse. Quand ça t'intéresse. Voilà. Et en fait, ça me dérangeait, mais pas du tout. En fait, j'étais surexcitée. Un peu fatiguée, mais j'étais... Ouais, t'aimais ça. Ah bah oui, il y avait aucun problème. Au contraire, moi, je trouvais ça, c'était un challenge, en fait. Ça. Ouais. Et puis, chaque truc se nourrissait de l'autre, donc c'était pas un problème. C'était plus dur à gérer au quotidien. Et puis, pareil, David était génial parce qu'il m'a jamais reproché de pas être parti au ski avec eux, quoi. C'était pas grave. Ouais. Et comment s'achève, du coup, ces 9 années ? 750 grammes, plus tous les autres projets. Alors, à la fin, c'était plus compliqué, parce qu'en fait, il y a eu des changements de stratégie. Le monde des sites de cuisine est très compliqué. Enfin, le marché est très compliqué. Ouais, et puis l'écosystème a tellement changé. Mais oui, pendant toutes ces années. La concurrence, c'est très compliqué. Et en fait... 750 grammes était vraiment un site de recettes, mais en fait l'ambition c'était aussi d'en faire un site de contenu, c'est-à-dire que les gens viennent pour lire des articles. Et en fait, à un moment donné, on s'est mis à fond sur cette partie et ça a cartonné grâce à Discover. Alors, je sais pas si... En fait, quand on se connecte sur son téléphone, sur Google, il y a des articles proposés. Et ça, c'est jackpot. En fait, un article qui arrive là, c'est... Ok, ça explose. Ça explose. Ça va, un article, ça va de 10 000 vues à 1 million. En fait, c'est le jackpot. C'est dingue. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver dans Discover, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc là, c'était un boulot un peu différent. Donc, je faisais moins de cuisine pour les tournages. J'étais plus là-dessus. Et en fait, comme ça marchait bien, il fallait agrandir l'équipe et faire que ça. Et en fait, moi, je suis arrivée à la limite du truc, c'est-à-dire que je voulais pas faire que ça, en fait. Parce que ce qui était vraiment sympa pendant les 9 ans, c'est que je faisais plein de choses différentes. Mais à partir du moment où on me demandait de faire une seule chose, c'était mort, quoi. Ouais. C'est... voilà. Et donc là, t'es partie, pareil, sans savoir ce que t'allais faire le lendemain et tout Eh ben, en fait... oui, j'ai un côté un peu kamikaze, mais pas... Ouais, si, mais tu retombes toujours sur tes pattes. En fait, à force de le faire, tu te rends compte que, en fait... Tu trouves toujours des ressources, quoi. Ouais, mais c'est un peu stressant. Donc là, oui, en fait,
j'avoue que pendant la dernière année, je savais que ça allait plus, mais là, j'étais terrorisée. Parce que j'avais 58 ans, 57 ans. Et là, je me suis dit, mais t'aurais dû partir. En fait, je me suis dit, t'aurais dû partir avant. En fait, t'aurais dû réfléchir. Enfin, pas réfléchir, mais en fait, moi, je suis pas du genre à planifier, en fait. En fait, une stratégie. Pas du tout. Moi, j'ai pas de stratégie. Enfin, non, j'ai pas de stratégie. Oui, mais regarde, t'avais déjà peur d'avoir 48 ans et de rien trouver. Oui. Et il a suffi que t'en parles et que tu trouves deux boulots d'un coup. Tu t'es pas dit, écoute, 58, pareil, je ferai ce qu'il faudra faire. Mais c'était un peu plus peur. Oui, j'avais plus peur. Et ce qui fait que la dernière année, je me souviens, j'avais rencontré les gens de l'APEC, etc. Mais là, je commençais à avoir plus peur. Hein, mais c'était pas tout à fait la même peur. Hein. Et je m'étais même dit, je suis dans ma zone de confort, j'arrive, etc. Mais quand il a été question de doubler l'équipe, en fait, l'équilibre, je savais allait pas le faire. Quoi. Non, je savais que ça allait pas le faire et il fallait que je sois honnête avec moi-même, avec les autres. Et puis mes managers me connaissaient bien, j'avais de très bonnes relations avec eux. Ils savaient que ça allait pas le faire. Ouais. Et donc je suis partie il y a pratiquement 3 ans. Ok, donc là on est en 2025, donc c'était en 2022. Oui, j'arrive plus à me souvenir. Non, 2023. Ok. Fin janvier 2023. Okay. Et comme j'avais passé 1 an à avoir peur, à me dire qu'est-ce que je fais, je reste, je pars, etc. Et j'avais pas, anticipé. Voilà. Et donc je suis partie de manière, moi peut-être pas kamikaze, mais de toute façon je pouvais pas rester, j'aurais été hyper malheureuse. Et c'est marrant, tu le vis vraiment pas comme tes autres expériences où t'as toujours dit que la peur était un moteur et tout. Là, j'ai l'impression qu'elle t'a plus paralysée. Oui, là c'était différent. Je pense que là c'était le monde a changé entre 48 ans, 58 ans. Et en fait, ça s'est bien passé. J'ai fait ce qu'on appelle de la création de contenu rémunéré. Où ça ? Pour des marques, en fait. Mais là, sur le blog, toujours ? Non, sur Instagram. Ah. Sur Instagram, des choses qui étaient plutôt bien... Parce que tu avais déjà une communauté qui te suivait sur Instagram ? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Instagram. On n'en a pas du tout parlé. C'est pas grave, il nous reste 10 minutes. Mais... Oh la vache. Alors oui, je vais résumer. En fait, il y a quelque chose qui est important, c'est que, en fait, le blog, donc, aventure incroyable, mais j'ai vraiment bâti une communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent depuis plus de 20 ans. Incroyable. Et ça, c'est le plus beau truc qui me soit arrivé dans ma vie. Et en fait, ces gens-là m'ont toujours suivi. C'est-à-dire quand j'ai démarré Instagram, ils m'ont suivi. Quand j'ai créé ma newsletter, il y a 2 ans et demi, ils m'ont suivi. Quand j'ai passé ma newsletter en payant, certains m'ont suivi. Certaines, d'ailleurs, plutôt des femmes. Et donc ça, c'est un truc qui me porte. Ouais, c'est-à-dire que j'ai bâti une communauté de gens adorables qui ont évolué avec moi. Ma cuisine a évolué, forcément. En 20 ans, je cuisine pas comme avant. Et ils ont évolué avec moi. On utilise les mêmes produits, on a les mêmes idées, les mêmes envies. Et... C'est fou, hein. Tu les connais ? Tu les as déjà rencontrés ? Certains, oui, mais d'autres, non. Parfois, d'ailleurs, je me mélange les pinceaux, parce qu'on s'écrit, en fait, en message privé, mais c'est dur quand on rencontre pas les gens. Oui, donc, tu peux pas remettre une tête. Non. Donc, Et le compte Instagram, tu l'avais lancé quand ? Alors, j'arrive pas trop à me souvenir, mais Quand tu étais encore chez 750 grammes ? Oui, okay. Un peu un chouïa avant, mais j'ai vraiment donné un coup de collier dans les dernières années. Où j'ai commencé à faire des vidéos, parce que je pense que je sentais le vent tourner et je me suis dit, je voulais me lancer dans la vidéo toute seule. Ouais. Et c'est vrai que tu en avais déjà fait pas mal finalement, entre les collabs, 750 grammes et tout. Et donc, j'ai commencé les vidéos avant de partir et j'ai continué, ce qui m'a permis d'avoir des contrats
quand je suis partie. Et donc, ils sont venus te chercher directement? Voilà, tout à fait. Ah ouais? Ils savaient que tu quittais 750 grammes ou... Je sais pas comment ils savaient, mais ça s'est bien passé. Et puis après, le marché, aujourd'hui, le marché est plus compliqué. Donc, j'ai moins de missions. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis obligée... pauvre petite Pascal, non, je rigole. Tu peux être douce avec toi et te dire c'est difficile, mais je suis avec toi. Je suis obligée. Là, maintenant, il faut que aujourd'hui, je suis dans une phase où je contacte les marques. Ce que tu n'avais jamais fait finalement de toute ta carrière. Non, ce que j'ai pas eu besoin de faire. J'ai eu un bol monstrueux, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Maintenant, je suis obligée de le faire et je suis même une formation pour le faire. Je vais avoir un examen la semaine prochaine. C'est une formation certifiante et je suis obligée de... Voilà, là maintenant, je suis obligée de le faire. Ah, c'est dingue. Donc, j'apprends à le faire parce que je ne sais pas le faire. Donc, de démarcher finalement. Voilà, c'est ça. Des marques pour créer des partenariats. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, à tout âge, on apprend. Ah, mais c'est génial. Mais quel exemple, mon Dieu. Et donc là, ta rémunération depuis ton départ de 750 grammes, ça se partage entre les collabs avec, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. La newsletter, on n'en a pas parlé d'ailleurs de la newsletter. Quand est-ce que tu l'as lancée? Il y a 2 ans et demi. Donc quand t'es partie? C'est ça, oui, un peu après. Très peu de temps, 4 mois après être partie, parce qu'en fait je continuais le blog, mais j'avais de plus en plus de mal. J'arrivais plus à écrire en fait, parce que j'avais tellement écrit pour le boulot, j'arrivais plus à écrire. Et le fait de changer de maison, ça m'a redonné un élan. Parce que finalement, en fait, moi, je partage ma passion, c'est de partager ma cuisine. Donc, peu importe la maison, en fait, que ça soit le blog, Instagram, la newsletter ou même, je sais pas, un atelier de cuisine, c'est pareil. C'est juste les murs qui changent. Ouais. Et donc, ça m'a redonné un élan et j'adore ça. Et c'était quoi ta volonté, du coup, avec la newsletter ? C'était de continuer à partager, mais de me foutre un coup de pied aux fesses, un peu de déménager et de refaire la déco. Enfin, t'es plus... Quand tu restes longtemps dans une maison, au bout d'un moment, ça devient un peu démodé, tu vois, autour. Ouais. Donc là, tu Et comment tu retranscrirais le dénominateur commun de tout ce que tu partages, en fait, sur tous tes médias ? Qu'est-ce que tu veux proposer, en fait, aux gens Je veux que les gens réussissent, en fait. En fait, si par exemple je fais une recette, si je découvre une recette inspirée d'une recette de chef et que ça marche et que je trouve ça bon, je veux que les autres aient la même expérience en fait et que les gens réussissent. Donc c'est vraiment... c'est génial. Et ça a toujours été ça et c'est toujours ça. Et pareil, quand je découvre un produit, un ustensile, en fait je suis toute excitée. Je dis il faut que j'en parle, c'est trop génial. Enfin voilà, c'est vraiment ça en fait. Et ça peut bouger en fait depuis c'est dingue, hein. Depuis le début. Oui, moi, ma cuisine a changé. Enfin, je cuisine mieux qu'il y a 20 ans, mais le fil rouge a finalement peu changé. Voilà. Ouais. Je suis restée globalement. Et c'est quel genre de cuisine ? C'est une cuisine du quotidien ou une cuisine gastronomique alors, c'est une cuisine du quotidien, mais peut-être un peu plus fouillée qu'avant. C'est-à-dire, j'utilise plus de produits différents. Il y a beaucoup plus de légumes, parce qu'en fait, moi, je mangeais pas de légumes avant d'avoir 40 ans. Ah, alors que tu disais que tu n'aimais pas la viande, mais que tu mangeais les légumes. Oui, j'aimais ni la viande ni les légumes. Je n'aimais que les pommes de terre et les pâtes et le chocolat et les gâteaux. Voilà. Incroyable. Voilà, donc maintenant, j'aime beaucoup les légumes et c'est pareil avec les rencontres que j'ai faites grâce au blog. Je suis meilleure pour cuisiner les légumes parce que je savais pas cuisiner les légumes. Ouais. Donc cuisine du quotidien, mais avec très inspirée de tout ce que je découvre grâce aux rencontres, grâce aux restos, etc. Et après je mets ça à ma sauce et je partage en fait. Et pour se rendre compte un peu des chiffres, combien t'as de personnes qui te suivent sur Insta, sur la newsletter ? Alors, Insta, c'est 91 000 et des poussières. Ok.
Joli. Voilà. Donc de gens, pareil, très fidèles qui me suivent et de nouvelles personnes aussi. Et la newsletter, j'ai 10 000 abonnés gratuits et un peu plus de 3% payants. Ah ouais, canon. Et donc ça, ouais, depuis 2 ans et demi. La newsletter s'appelle comment ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit, le blog s'appelle « C'est moi qui l'ai fait ». Et la newsletter, c'est moi qui l'ai fait, la newsletter. Oui, je suis restée... Et donc, qui est sur Substack, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, parce que je te pose des questions auxquelles je connais les réponses, mais je préfère que ce soit toi qui nous en parle. Et effectivement, le temps est passé très vite. Moi, j'ai quelques questions de la fin, mais avant ces dernières questions, est-ce que tu te projettes ? Parce que justement, si tu n'as pas de stratégie sur la suite, est-ce que tu as une vision sur tes 10 prochaines années ? Ouais. Non, c'est l'angoisse. Non, même en fait pas trop. Non, pas trop. J'ai une espèce de. Je suis pas forcément quelqu'un. Non, je suis une grande optimiste en fait. J'ai une grande optimiste et je sais que je peux retourner. Enfin, en fait, non, je veux pas dire que j'ai peur de rien parce que c'est pas vrai, mais je suis une grande optimiste et si si je suis obligée de retrouver un boulot, je retrouverai un boulot. Enfin, voilà, ouais. Je sais pas. Mais est-ce que tu penses que c'est venu... J'ai confiance en la vie, en fait. Ouais, est-ce que tu étais comme ça dès le départ ou est-ce que tu penses que c'est grâce à toutes ces expériences que tu as traversées où tu es toujours retombée sur tes pattes que tu as cet optimisme ? Je peux pas te répondre. Je sais que j'ai ce grand optimisme et le côté je suis positif, optimiste. J'ai du mal à... En fait, j'ai plutôt peur. Par exemple, quand on me propose quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort, je vais avoir peur, mais je vais y aller quand même. C'est un moteur. Mais j'ai pas peur de l'avenir, en fait. J'arrive pas à avoir peur. T'as confiance. Après, peut-être que je suis... Parfois, les gens pensent que je suis inconsciente, mais je pense pas. Je le suis pas tant que ça. Je connais ce sentiment. Du coup, pour les quelques petites questions de la fin, déjà, est-ce que tu peux nous partager une adresse chouchou ? Alors, ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est la première qui te vient à l'esprit, où t'aimes bien revenir, que ce soit un resto, un coffee shop, enfin, peu importe, une cantine. Alors, je pense, récemment, j'ai emmené ma fille et son amie dans un restaurant qui s'appelle Ernest, dans le 19e. Parce que je voulais leur montrer, parce qu'elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est solidaire, et c'est un restaurant solidaire. En fait, à chaque fois qu'on achète un repas, ils peuvent en offrir un. Et alors déjà, c'est un super rapport qualité-prix. C'est très bon. Clair. L'ambiance est très sympa. Et je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour eux, donc j'ai vraiment envie d'en parler. Et je sais que je vais y retourner. J'ai une amie qui m'a proposé d'y retourner. Donc génial. C'est dans le 19e métro Crimée. C'est très bon. C'est 23 € entrée, plat, dessert. Et en plus, on fait une bonne action en y allant. Ah, je confirme. Ah, c'est génial. On pourra même y retourner ensemble. Avec plaisir, un grand plaisir. Maintenant, ce serait plutôt qu'est-ce que tu amènerais à un dîner pour faire découvrir un produit que tu adores à des amis, que ce soit entrée, plat, dessert, milliardise Alors, il y a 2 trucs que j'amène, un peu moins récemment. Peut-être que je suis devenue un peu flemmard. Mon cake au citron et j'offre beaucoup un granola maison. Et récemment, j'aime bien offrir du za'atar ou le... comment s'appelle ce condiment ? Avec la noisette et le ducat ? Oui, voilà. Parce que avec la pistache un peu. Ouais, voilà. Parce que j'ai trouvé une recette sympa, donc j'aime bien. Donc tu ramènes ce que tu as fait. Est-ce que ça t'arrive d'acheter quelque chose dans le commerce pour le faire découvrir ? Oui, alors c'est plutôt chocolat dans ces cas-là. J'offre jamais de fleurs. Moi non plus. Et moi aussi, je suis très chocolat. Ouais, donc j'offre des chocolats. Et est-ce que tu as des chocolatiers chouchous ? Je sais que c'est difficile de choisir et on n'en a pas parlé, mais tu fais partie du club des croqueurs de chocolat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le truc improbable. Ça fait 10 ans. D'ailleurs, ça fait 10 ans. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'être la petite nouvelle. C'est complètement improbable. Et est-ce qu'il y a un chocolat peut-être que tu as découvert dernièrement ?
J'aime beaucoup les chocolats de William Artig, les chocolats de Ducasse, les chocolats de Aleno, même si j'ai pas toujours le budget. Les chocolats de chez Plaque, les chocolats de chez Jean-Paul Evin. Jean-Paul Evin, c'est mon chouchou. Ah. Parfois je suis assise. J'ai déjà été assise à côté de lui au club des croqueurs. Pour moi, c'est mon chouchou. Quelqu'un que j'admire énormément. Ah bah, même tu me donnes envie de le rencontrer. Ouais, il fait des desserts au chocolat qui sont dingues. Ah ouais. Pour moi, c'est un génie, Jean-Paul Evin. Ah, bah tu vois, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, ça m'a donné envie. Ouais. Ouais. Et peut-être en 2 mots, qu'est-ce que c'est le Club des croqueurs de chocolat ? C'est une façon de mettre en valeur l'artisanat. Et donc, 4 ou 5 fois par an, on déguste des chocolats de plein d'artisans partout en France. C'est ça qui est bien. Parce que là, j'ai cité que des gens qui sont à Paris. Et en fait, en région, il y a des super chocolatiers. Par exemple, Terre de Fèves à Vannes, que j'ai découvert grâce au club. Et ma fille habite près de Vannes, donc maintenant j'y vais. Donc c'est une bonne façon de découvrir autre chose que Paris. Ouais, génial. Et vous remettez des prix ou Alors oui, ça c'est pas en tant que membre, mais il y a un comité qui remet des prix pendant le salon du chocolat, mais pas en tant que membre. Moi, je fais pas partie de ça. Ok. C'est plus de la découverte. Ok. Mes 3 petites dernières questions. Quelles seraient les valeurs les plus importantes pour toi, qui te représentent ou qui sont importantes vis-à-vis des autres ? Pour moi, c'est vraiment rester fidèle à moi-même. Pas prendre la grosse tête. Mais bon, c'est pas quelque chose qui arrive. Ouais, et puis l'honnêteté. Par exemple, si je fais une recette et que je rate et que je dois rendre ma newsletter. C'est parce qu'en fait, moi, je suis très deadline. Je m'impose des deadlines et je suis hyper réglo. Et non, je vais pas la partager en fait. L'honnêteté est importante et pas vendre mon âme au diable aussi. Rester fidèle à tes valeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis vraiment travailler en fait. Je suis devenue une grosse bosseuse. Ouais, c'est dingue. Hein. Cette valeur travail dont tu parlais dès l'enfance en fait. Mais oui, j'ai été élevée, voilà. Ouais. Et finalement, mes parents ont réussi leur éducation finalement. Bon, ça a mis un peu plus de temps qu'avec mes sœurs, mais ça a fini par. Ça finit par marcher. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Mais bien sûr. Et puis, on pioche ce qui nous convient. Exactement. Du coup, comme tu sais, j'interviewe ici des gens qui osent, qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur malgré les peurs. Et je le fais aussi pour inspirer ceux qui n'oseraient pas. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui n'osent pas passer à l'action ? Je dirais de ne pas avoir peur d'avoir peur. En fait, la peur, on peut s'en servir de moteur, en fait. Et je me rends compte que moi, j'ai eu peur plein de fois. Et j'ai encore peur, mais c'est pas grave. J'écoute la peur et je me dis, cette peur, elle est là pour me sortir de mon train-train, en fait. Ouais. Et c'était pareil en dehors de la cuisine, chez IBM, parce que j'ai fait des trucs un peu foufou. Et où j'avais vraiment peur. Hein. En plus, je suis quelqu'un d'angoissé, donc c'était. Mais ça me galvanise d'une certaine manière. Ouais. Donc voilà, ne pas avoir peur d'avoir peur. Et en même temps, tu dis que tu es angoissée, et en même temps, est-ce que tu l'es vraiment d'angoissée ? Enfin, ça dépend des angoisses. Oui, après, je pense que je le gère bien. En fait, je compense par d'autres choses, par de l'anticipation, par du travail, et puis je fais confiance aussi. Quand quelqu'un me propose quelque chose, j'ai confiance. Et ça m'aide, en fait. T'as confiance en l'autre aussi. Oui. Et ça me porte. Et puis, surtout, je suis bien entourée. Voilà. Et dernière question, s'il y avait la petite Pascale de 10 ans à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est la question, j'avoue que j'appréhende cette question.
Ne l'intellectualise pas trop. Ouais. Visualise juste la petite Pascale qui a 10 ans. Et... Ouais, c'est assez dur parce que en prenant avec l'âge, j'ai du mal à me souvenir en fait. Mais j'ai envie de lui dire, t'inquiète pas, les choses seront plus faciles. Enfin, quand tu seras plus vieille. Oh. Et effectivement, je trouve que les choses sont plus faciles maintenant que quand j'étais enfant. Voilà. Ou même plus jeune. Je ne reviendrai pas en arrière, en fait. Pourquoi c'est plus facile ? Parce que je me connais mieux et puis je suis plus sûre de moi et je me pose moins de questions. Il y a des choses que j'ai comprises et je sais que telle chose changera. Enfin, voilà. Donc, t'as lâché prise sur certaines choses. Oui. C'était plus compliqué, mais quand j'étais... en fait, je pense qu'à partir de 40 ans, ça a été plus facile. Mais entre 20 et 30 ans, c'est pas facile. Ouais. Et tu disais que les 50, tu les avais pas très bien vécus versus les 60 que tu vis très bien. Oui, parce qu'en fait, je m'étais fait une image. Je m'étais dit, à 50 ans, ça va être génial. Tu seras parfaite. Ah oui. Non, mais en fait, je pensais qu'à 50 ans, je me suis dit, tu auras vaincu, pas forcément mes défauts, mais tu te seras tellement amélioré que ça sera plus facile. Et à 50 ans, le choc, je me suis rendu compte que non, je trimballais toujours certaines casseroles. Et du coup, c'était assez dur. Je pense que j'avais été naïve avant. Et en fait, à 60 ans, je me rends compte que en fait, c'est pas fini et que je peux encore m'améliorer et je peux encore apprendre. Et ça, c'est libérateur parce que je me dis, mais c'est génial. En fait, je me sens super libre et je sais que je peux encore évoluer et qu'il y a encore d'autres choses. Et ça, franchement, c'est un truc incroyable et je le ressentais pas à 50 ans. À 50 ans, j'avais la sensation que il fallait que je sois arrivée quelque part et puis en fait, pas du tout. Et c'est dingue, tu t'étais fixée comme la fin du chemin, en fait. Mais oui. Alors que là, vraiment, mais j'ai eu une sorte de déclic à 60 ans où je me suis dit, mais non, en fait, t'as encore plein de choses. Ouais, et c'est d'accepter, en fait, d'être en perpétuelle évolution. Quoi. Voilà. Et j'ai même appris à nager à 59 ans. Oh. Et maintenant, je nage 1 kilomètre. Bravo. Voilà. Donc, en fait, en fait, se dire que à 60 ans, alors oui, il y a la peur de la mort, parce que je suis pas naïve, je me doute bien que mais se dire que jusqu'à la mort, je vais pouvoir faire des choses sympas et évoluer, c'est top. Voilà. C'est génial, on va finir là-dessus. Si ça peut rassurer les personnes qui ont peur de vieillir, je suis ravie. Ah, mais c'est clair. Ouais. Merci beaucoup, Pascale. Merci, pour Vanda. tout ce partage. Je suis contente parce que j'ai pas pleuré. Mais t'as les yeux un peu mouillés quand même. Oui. Un petit peu, oui, c'est vrai. Les gens, je sais pas si vous arrivez à le voir. Oui, non, si, mais c'est vrai. C'est pas du tout le but. Non, c'est vrai. C'est vrai. Merci, je suis hyper émue d'avoir été là. D'ailleurs, ça y est, je commence à... Voilà. Oh. Et j'aime beaucoup ton podcast. T'as une manière de faire parler les gens qui est chaleureuse. Enfin, j'adore. Enfin, tu fais un super boulot. Tu vas me faire pleurer maintenant. J'espère. Ça, c'est pas juste. Merci et à bientôt sur les réseaux, sur ta newsletter et dans toutes tes folles prochaines aventures. Ok, avec plaisir. Merci Pascale. Merci Vanda. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.